Non, non, Itiga. Quand on regarde aujourd'hui la façon jouissive avec laquelle ces présidents-là s'émeuvent pour faire justement ces réunions-là, j'ai envie de rigoler. J'ai envie de dire que c'est la danse du Makwassi. J'ai envie de dire tout simplement que c'est de la rigolade, de la tantarinade en même temps. Pourquoi? Parce que quand on regarde, par exemple, la fin d'année doit consacrer, on parlait des awards. Vous avez vu quel président se masturber autant? Vous avez vu quel président se mettre en érection autant? Il n'y en a pas. Ils ne sont pas nombreux quand il s'agit de la promotion de l'excellence. Quand il s'agit du dynamisme, justement, de la phase incubatrice, rien, REIEN, c'est rien. Il faut dire que la CAN devait avoir un effet boostateur au niveau, n'est-ce pas, de l'économie qui est en berne. Quand je me rappelle, je crois quand même que c'était très difficile d'organiser cette CAN-là. On a même dû insister au niveau de la loi de finances. Ben écoutez, je pense que il y a eu une diplomatie, il faut le dire comme ça, souterraine. Déjà que aujourd'hui 2019 n'a pas été une année, on va dire comme ça, bénéfique pour le Cameroun en termes d'organisation de cette CAN-là. Et je pense quand même que les dirigeants conscients, n'est-ce pas, des enjeux et du jeu, n'est-ce pas, ont pris sur eux, n'est-ce pas, de convoquer cette diplomatie-là. Aujourd'hui, je peux quand même rendre hommage à M. Eno qui a été le bâtisseur. Quand on parle aujourd'hui de ces filles-là qui prennent le monsieur Enongachu comme parent. Parce qu'il y a eu une projection positive en termes de créativité, de ce qu'on appelle l'énergie positive. Donc, il faut qu'on le dise comme ça. Donc, Fabien, est-ce que, Ghislaine, vous avez le sentiment aussi, comme certaines personnes pensent, que la restructuration engagée à la fédération est une restructuration à tête chercheuse? Mais bien sûr que c'est à tête chercheuse. On parle de quoi? J'aime souvent dire de quoi parle l'auteur. Parce que nous, on a travaillé dans la commission, soi-disant commission ad hoc. Là-bas, on travaille, on réfléchit sur les problèmes qui sont liés au football. Vous savez, on dit souvent que le Cameroun, c'est-à-dire que c'est le Cameroun qui a accepté qu'on le mange cru. Pour dire tout simplement que le Cameroun a accepté justement d'être fragilisé à tous les niveaux aujourd'hui. Quand vous regardez tout ce qui se passe, on se demande si on est dans un pays normal encore, ou alors dans un pays qui est gouverné. Coris, donne-moi juste une petite minute, après tu continues, tu ne peux pas me refuser ça mon chéri. Pour dire tout simplement, quand tu parles de l'amour de quelque chose, ça veut dire quand même qu'il y a il y a quand même, on va dire, le minimum. Ce n'est pas l'amour, c'est le désamour. Parce que si on parle de l'amour, vous allez aller en termes, n'est-ce pas, d'équipementier. On ne va pas demander le sexe des anges à Dieu. Vous allez aller discuter pour justement le moule de production. 30 secondes de solution. Bah écoutez, je pense que Abdourahmane est bien placé pour que le gouvernement lui donne de l'argent pour aller au TAS. Il s'agit de ça. Parce que honnêtement, entre-temps, il y a des Camerounais, je ne parle pas d'Abdourahmane, ça c'est une allégorie que je fais, et il y a des Camerounais, il est important, n'est-ce pas, de défendre la cause du Cameroun. Parce qu'entre-temps, Ahmad, en même temps, on ne sait pas ce qu'il pense. Parce que là, il faut vraiment recadrer ça avec des garde-fous. La seule dame sur ce plateau, Ghislaine Béban, qui a une particularité, qui réussit à pénétrer, entre guillemets, les téléspectateurs avec son vocabulaire très hermétique et peut-être très adulé par certains. Ghislaine, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir Bouba, comme j'aime souvent le dire, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, beaucoup de respect pour l'homme, c'est pas qui a un caractère, je vais dire comme ça, d'un présentateur qui est accompli, parce que moi je pense quand même que aujourd'hui, hein, que les gens soient contents ou pas, je crois quand même qu'on est dans les grandes opportunités du septennat du président de la République. C'est pour cela que je vais me permettre également de saluer ceux qui me sont très chers. Je parlerai d'abord de mon champipi d'amour, monsieur le gouverneur Abaté du Nord. Fidèle téléspectateur, au cœur du Téléspectateur de sport. cette émission-là. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Voilà, je n'oublie pas ceux qui m'ont accompagné en tant que ministre. Je parlerai d'abord de mon numéro 10, mon milieu de couloir offensif qui savait me faire des passes, n'est-ce pas? On appelle ça les caviars, monsieur Ngale Bibé. Je passerai également par ma mère Nalova. Je pense quand même que cette femme a dynamisé les enseignements secondaires en termes d'aura. Je pense également à madame Thérèse Abena du côté de Minprof, je dirais comme ça, parce qu'elle apporte aussi, c'est une vitrine aujourd'hui pour les joueuses de l'équipe nationale, parce que Louvre Minprof, c'est quand même une grosse équipe, c'est un gros label également sur le plan national. Et je n'oublierai pas mon DG, mon jumeau, monsieur Enungachou, et sans oublier également ma marraine. Vous savez qu'il faut être marrainée au Cameroun, si vous voulez qu'on le dise comme ça, mais je l'ai choisi, madame Kalkaba Saoudatou Diallo, une femme profonde, pénétrante, transperçante, également une femme qui a un grand cœur. Je pense qu'elle nous suit aujourd'hui. La sénatrice très profonde. La sénatrice très profonde et pénétrante également. Je pense aujourd'hui que tout ce monde-là qui m'accompagne, on va le dire comme ça, quand j'organise des événements, ils sont toujours là parce que eux également, ils travaillent dans le sens, n'est-ce pas, de l'intérêt général, parce que l'intérêt général est perdu. Et je pense que c'est à eux aujourd'hui que je rends hommage. C'est à eux aujourd'hui que je fais une grosse fleur pour que 2019 soit une année favorable également à vos nombreux auditeurs. Je n'oublie pas mon père qui m'a projeté, n'est-ce pas, sur le feu, n'est-ce pas, des médias, Charles Ndongo, le Pythagore, on va dire comme ça, ce petit Mozart qui a voulu aujourd'hui que je sois sur le piédestal mondial. Voilà. Ghislaine Bebom, consultante de Au cœur du sport. Vous suivez tous les jeudis et c'était entre 21h30 et 23h. Qui nous a quitté dimanche dernier. Cette émission lui est carrément dédiée. Cette émission de questions de sport, nouvelle formule justement, 6e numéro, lui est carrément dédiée. On sera avec elle jusqu'à son dernier voyage. Bienvenue à cette nouvelle édition de questions de sport sur un temps assez lourd, vous pouvez l'imaginer, avec la disparition tragique de cette consultante, de cette analyste de sport de talent et qui ne mâchait pas ses mots. Autour de moi ce soir, 5 invités pour parler des questions de sport aujourd'hui. 2 thèmes majeurs et un facteur XX parce qu'on parlera des lions notables à la Coupe du Monde en France. Et Ghislaine Bebom aimait bien ces lions. Elle aimait aussi bien critiquer que ce soit les entraîneurs et aussi la façon de jouer de cette formation. On sera avec nos invités de revenir sur l'entame de compétition manquée des lions notables du Cameroun. Mais les 2 thèmes majeurs ce soir, au cœur de la tanière, les 23 lions retenus par Clarence Zidorov, analyse, prospective et projection sur le match face au Mali ce vendredi en amical. Et puis pour l'ouverture de la CAN le 25 juin, pour ce qui concerne le Cameroun face à la Guinée-Bissau. Le deuxième thème ce soir, c'est le sacre du MS de Loum, champion du Cameroun. Mais que peut-il faire sur le plan continental? Réponse dans ce programme. Avec moi ce soir, le consultant habituel de ce programme qui était absent depuis 2 éditions pour des problèmes personnels. Il est avec nous ce soir. Yves Tchamadou, bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir au panel et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est assez tragique la disparition de Ghislaine Bebom, un mot. Oui, je pense que c'est plus que tragique. Partir comme ça à la fleur de l'âge et être une passionnée de football, de sport comme elle a été, servir ce football, vous savez, elle était à la commission de la FENASCO. Et je pense que le contexte aussi a été intempestif par rapport à son décès. Donc elle meurt comme ça à la veille, je pense qu'à la veille du premier match des Lions, Oui. à la Coupe du Monde. Ancienne Lion indomptable. Donc je pense que s'il faut la caractériser aujourd'hui, elle avait plusieurs casquettes. Et personnellement, je me souviens du jour où j'ai partagé un plateau avec elle du côté de Yaoundé. Je pense qu'on était bien ensemble lors du tirage au sort de la CAN féminine 2016 au Cameroun. J'avais été quand même très bluffé par cette fille qui avait une parfaite connaissance du football féminin. Donc vraiment que la tête de nos ancêtres
l'histoire légère et j'adresse personnellement mes condoléances à toute sa famille nucléaire et toute la famille sportive. À votre droite, c'est un supporter, un féru du MS de Loum, puisqu'on parlera de ce club du département du Mungo. François Mouné-Marop nous vient de Loum ce soir. Bonsoir François. Bonsoir Marc. Et je vais donc vous remercier, n'est-ce pas, de m'avoir permis de me retrouver ici aujourd'hui. Je vais adresser un salut particulier aux populations de Loum et surtout aux champions du Cameroun, du MS de Loum. Et puis voilà, je suis là. D'accord. Vous avez eu l'habitude de suivre Ghislaine Bebon sur les antennes de Canal 2 International. Qu'est-ce que vous avez retenu de la personne? Il faut dire que c'était une femme dynamique qui est très dévouée au développement du sport en général, du football en particulier, qui m'a marqué. Voilà, sa disparition, n'est-ce pas, va laisser un vide dans le football parce que j'étais très attaché à elle parce que quand elle intervenait, c'était avec plaisir qu'on suivait ses émissions. D'accord. Autre invité ce soir, c'est un entraîneur de football. Il est passé par plusieurs clubs, dont la Dynamo de Douala, la Panthère Sportive Ndé. Aussi, Martin Billet-Tonga est avec nous ce soir dans Question de sport. Bonsoir Martin Billet-Tonga. Bonsoir Marc, bonsoir au panel, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2 International. Un mot également sur cette disparition de Ghislaine Bebon que vous avez souvent côtoyé dans les forats, dans la vie également. Disons que j'ai eu l'occasion de la connaître assez personnellement. C'est vrai, Ghislaine était un peu une amie. Et comment dire, la nouvelle de sa disparition a sonné comme un véritable coup de massue sur la tête de tous ceux qui la connaissaient, ou même qui la connaissaient plus ou moins intimement, ou tous ceux qui la voyaient uniquement dans les médias, sur les plateaux TV et autres. Ghislaine a été une femme très dynamique, encore que je crois 1 ou 2 jours avant l'annonce de son décès, elle continue à participer aux émissions. Cette nouvelle a donc été d'autant plus surprenante. Et là, elle tombe donc comme ça et Ghislaine s'en va la veille du premier match des Lions. Nul doute que cette nouvelle a quelque peu perturbé le moral des Lions indomptables. Pour l'image, par rapport à l'image que Ghislaine laisse, évidemment une femme très dynamique, et donc qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui clamait à haute et intelligible voix et à qui voulait l'entendre, qu'elle n'était pas à la recherche des postes, qu'elle s'en fichait pas mal, même comme les nominations venaient à elle, alors qu'elle ne semblait pas en faire une fixation. Oui. Et lorsqu'elle avait un avis, généralement c'était un avis assez tranché, et elle défendait son point de vue avec toute la véhémence qu'on lui connaît, et ce vocabulaire est assez particulier dans le choix même de ses mots. D'accord. Donc Ghislaine s'en va ainsi, elle laisse un grand vide, non seulement au niveau du répertoire des consultants sportifs ici au Cameroun, mais également par rapport à tout ce qu'elle a apporté dans le sport, dans l'encadrement des jeunes, dans le football féminin, mais également au niveau scolaire. Justement, à la FENASCO, où elle était. Jacques-Marcel Itika, journaliste sportif, très connu également, qui est aussi comme communicateur du syndicat national des footballeurs du Cameroun, mais c'est en casquette de journaliste de sport qu'il est avec nous ce soir. Jacques-Marcel Itika, bonsoir. Bonsoir Marc et bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Vous êtes en noir, forcément pour la cause, surtout cette grande disparition, cette perte pour le football camerounais, surtout le football camerounais féminin. Oui, on va dire, mais déjà, surtout pour un footballeur qui est parti et dont les obsèques ont débuté aujourd'hui à Melon, la Prince place de Will fête. Taïwo, Prince Will. c'est un gardien de but de Stade Renard désormais. Tout à fait. Ces obsèques ont débuté aujourd'hui et il sera conduit à sa dernière demeure ce week-end. Donc on va dire que c'est la grande famille du football qui est en deuil déjà sur le terrain avec cet acteur principal qui est décédé. Et puis sur le plan administratif et technique avec Ghislaine qui nous a quittés à la veille du début de la Coupe du Monde féminine en France. On va dire tout simplement à ces heures-là que la terre de nos ancêtres
leur soit légère et vivement que ce qu'ils ont apporté à ce football-là, tant sur le terrain que dans les bureaux ou sur les plateaux de télé, que nous autres qui restons essayons de continuer à pousser pour qu'on développe et on professionnalise notre football. Sa prise de parole, son ton assez dur, c'est tout ça, son choix des mots. Avant de manquer, fait certainement également à Serge Pensy qui est avec nous ce soir. Serge Pensy, analyste de foot, passé également dans le management de Djaranquan Sport Academy, la Kaji Sport Academy, en Allemagne et autres, assez féru. Serge Pensy connaît bien évidemment Ghislaine Bebom. Vous étiez forcément au courant dimanche dernier. Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde. Oui, pas personnellement, je ne la connais pas personnellement, mais je l'ai toujours regardé avec beaucoup d'attention parce que vous pouvez regarder aujourd'hui ce plateau. Ce n'est pas une critique en vous, mais généralement sur les plateaux de débat au Cameroun, on a tendance à voir toujours des hommes. Donc quand une femme qui maîtrise le sujet, qui ne maîtrise pas seulement le sujet, qui vous amène, qui vous bluffe quand elle parle, vous l'écoutez avec beaucoup d'attention. Donc je regardais Ghislaine Bebom tout le temps quand elle était en plateau, je regardais ça, je suivais et j'apprenais beaucoup d'elle. Donc, je voudrais apporter quelque chose. Elle n'avait pas la maîtrise du football féminin. Non, c'est réduit Ghislaine à un petit nom. Elle avait la maîtrise du football parce que pour moi, le football féminin n'existe pas. Le football féminin, je crois que les lois du jeu, tant sur les hommes que sur les femmes, ce sont les mêmes lois. Donc arrêtons de spéculer. C'est le football tout court. C'est le football tout court. Et Ghislaine, elle maîtrisait le foot, elle maîtrisait le sport, c'était sa chose et elle savait vraiment, c'était une excellente communicatrice, une excellente consultante. D'accord. Merci. Vous êtes donc au complet pour les 5 invités avec nous ce soir, donc notre consultant Yves Tchamadé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le facteur X de ce soir, on va prendre... pourquoi pas non, la réalisation de fait signe que ce sera peut-être en fin d'émission qu'on aura donc cette série de témoignages. Mais on va entrer donc dans le premier sujet de ce soir, c'est le facteur X. Il est consacré à la Coupe du Monde France 2019. Le thème justement, première sortie des Lions, première sortie manquée des Lions indomptables du Cameroun. Alain Djemfa, le sélectionneur, doit-il se réinventer? La première question, je la pose à Billet Tonga qui est entraîneur. C'est un collègue du sélectionneur Alain Djemfa que vous avez connu et que vous connaissez ici au Cameroun pour avoir dirigé des clubs de football. On a joué ce match face au Canada, on l'a perdu 1-0. Mais est-ce qu'on peut retenir sur le plan tactique de la façon dont on a abordé ce match? Est-ce que vous retenez la tactique mise en place par Alain Djemfa? Est-ce qu'elle a été la bonne pour jouer face au Canada qui est 5e meilleure nation mondiale? Bon, est-ce que la tactique était la bonne? Je ne sais pas si il faut répondre par l'affirmative ou par la négative, mais est-ce que je comprends la tactique qui a été mise sur pied? Je dis oui. Donc, parce qu'au final, le choix... Ouais, on rappelle que c'était ce fameux 5-4-1, oui, dans un choix forcément défensif. Au niveau du système de jeu. Oui. Maintenant, oui, on peut être en 5-4-1. Là, c'est un dispositif spatial. Donc, des joueurs sur le terrain, le plus important, c'est l'animation, c'est les consignes, c'est le plan de jeu. Par rapport à tout ce qui doit se faire. Et là, en l'occurrence, tu viens de le souligner, l'équipe avait à l'évidence décidé sur son plan de jeu de privilégier l'efficacité défensive. Donc 5 défenseurs, 4 au milieu de terrain, une seule attaquante et puis un bloc assez bas et qui d'ailleurs jouait presque toujours au niveau de... de la surface de réparation. C'est vrai, le Cameroun jouait contre une équipe qui lui est supérieure et généralement quand tu es face à une équipe qui est supérieure à toi, tu évites de jouer d'égal à égal parce que lorsque tu joues d'égal à égal, la plupart du temps tu laisses beaucoup d'espace et tu te fais prendre, les Canadiennes étant plus entreprenantes et ainsi de suite. Mais ce qu'on constate, c'est que sur le plan défensif, autant les Lions semblaient marier les deux paramètres qui sont importants pour l'efficacité défensive, c'est-à-dire la densité et la rigueur. Autant sur le plan offensif, on est resté totalement sur notre fin. Parce que là, à l'évidence, les Lions avaient décidé, le staff avait décidé que les Lions allaient jouer bas, défendre et procéder par contre-attaque. Mais les contre-attaques elles-mêmes, elles passent par 3 voies. Et on a pratiquement jamais vu ces 3 voies-là. Sur le plan offensif, on était trop emprunté,
trop de déchets sur le plan, comment dire, trop de déchets techniques, mauvais choix tactiques individuels, mais comme cela a été préparé collectivement, je pense que le staff technique a plus ou moins une certaine... Ce qu'on retient de votre intervention, c'est que le choix tactique du départ était le bon face au Canada, même si le résultat n'est pas le bon. Yves Tchamadou, vous avez regardé ces Lions jouer face au Canada. Est-ce que les Lions ont joué contre nature? Habituellement, je le dis parce qu'habituellement, on jouait dans un 4-3-3 depuis ces 2-3 dernières années et ça a plutôt porté de bons fruits. Il y avait une certaine cohésion, le milieu de terrain, la défense, l'attaque. Mais là, face au Canada, un seul tir cadré face aux Canadiennes. Est-ce qu'on a joué contre nature? Je pense qu'il faut être très courageux pour se jeter comme ça à une compétition comme celle-là, avec un système qu'on n'a pas eu à rôder par le passé. Je crois qu'il faut être très courageux, il faut être prétentieux face à une équipe canadienne qui s'allait quand même supérieure au Cameroun. Donc certainement, c'est un système qui avait fait l'objet d'une utilisation pendant un match amical. Ouais. Ou alors, il a beaucoup utilisé sur 3 des 4 matchs amicaux. Hein. On sait bien que défensivement, Johnson, Mani Awana, c'était pas la surprise pour cette compétition parce qu'il y a eu des matchs amicaux où ils ont évolué en défense ensemble. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui connaissent Alain Djefa, ils ne doivent pas être surpris. Sans être un entraîneur de football, je pense que j'ai eu la chance de suivre cet entraîneur à travers certains clubs, notamment en 2009-2010 avec le Football Club de BAM, Aigle de Chang et même Mousta récemment. C'est un entraîneur qui, à mon sens, de par ses dispositions de préparateur physique, est plus à l'aise face à une construction de jeu défensif. J'ai l'impression que même à travers ces clubs, il avait cette capacité à créer une rigueur dans le jeu et des joueurs très solides et qui étaient plus aptes à jouer, à contrer l'adversaire que de produire du jeu, produire du spectacle. Ce n'est pas un entraîneur qui a cette capacité, cette aise à pouvoir déployer un football chataillant, charmant. Donc, moi, je parle d'un homme, d'un entraîneur que nous connaissons et que nous avons vu dans les clubs au Cameroun. Maintenant, s'il faut revenir sur ce travail, sa défenseur Wendy Rena, qui a un CSC. Donc, ce qui fait que si vous êtes une équipe qui ne poussait pas l'adversaire dans son propre retranchement, qui ne sortait pas de vos gonds, qui n'allait pas chercher l'adversaire, qui ne produisait pas du jeu, ça va être compliqué pour vous d'aller chercher une victoire. Donc je crois que c'est là où on a péché parce qu'on a estimé qu'en venant fermer le jeu pour chercher un nul, on devait réussir une affaire. Mais on oublie que nous sommes en compétition et que perdre des points lors du premier match, ça crée automatiquement une pression pour les deux prochains matchs. Et on se retrouve dans une situation de victoire oblige pour se qualifier. Donc pour moi, je peux comprendre le coach Alain Djefa, mais pour connaître l'homme, je n'ai pas été surpris. Et pour avoir une observation assez profonde dans le football féminin, je trouve que ce n'était pas la meilleure tactique à adopter pour aborder une compétition. Parce que j'ai l'impression qu'on a perdu ce match sans extérioriser le potentiel au minimum à 50% de ces joueurs. Jacques-Marcel Itiga, est-ce qu'on a trop respecté le Canada sur ce match d'entrée de jeu dans ce groupe E, où on se retrouve avec 3 équipes qui nous dépassent au classement FIFA? Est-ce que le coach, justement, Alain Djefa, et surtout les joueuses, ont donné trop de respect à cette équipe? Est-ce qu'il n'y a pas de la place pour essayer de jouer vraiment nos cartes et essayer de gagner ce match? Oui, moi je ne pense pas que les joueurs ont trop respecté le Canada. Il y a eu un plan de jeu, il y a eu des consignes, il fallait simplement les appliquer. Et je pense que les joueurs se sont attelés à appliquer cela. Lors de 3 des 4 matchs amicaux, c'est exactement dans cette configuration que le sélectionneur a fait jouer son équipe. Avec 3 défenseurs centraux, dont une défense renforcée à 5, avec 3 défenseurs centraux et un milieu quasiment un bloc bas, comme le coach l'a dit. Sauf que maintenant, sur le plan offensif, quand on avait le ballon, on ne le ressortait pas proprement. Ça a pêché à ce niveau. Mais dire que les joueurs ont trop respecté, il fallait dans les duels, elles y allaient. Elles y allaient dans les duels. Elles y allaient. Maintenant, c'est sortir le ballon. On a passé le temps à beaucoup défendre, à subir. Et ça, il fallait s'attendre. Il faut un peu regarder qu'en 2015, on commence la compétition avec l'équipe la moins forte. Oui, bon, la plus faible on est 52e, on était la plus faible déjà au classement FIFA. Mais on commence avec l'Équateur qui était 42e ou 46e. Donc, pas très loin de nous. Et on finit avec la grosse légume de notre poule, le Japon. Le Japon, c'était le deuxième match. Ça nous a quand même permis d'entrer aisément dans la compétition. Mais là, on commence avec le 5e mondial qui est la plus grosse légume de notre poule. Donc, il ne fallait surtout pas perdre
Et même en perdant, il ne fallait pas perdre la face. Parce que ça devait jouer au mental. Si on prenait un raclé 6-0, c'était foutu mentalement. Donc ça rentre dans la gestion de la compétition. Maintenant, sur le plan du jeu, je pense qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. On a vu en deuxième mi-temps, pendant les 20 dernières minutes, quand il y a eu des changements, quand il y a eu du coaching de la part de Djomfa, on a nettement été présent dans le secteur offensif et il y a eu plus de présence dans les 20-25 derniers mètres adverses. Ça, on a eu la meilleure occasion du match. C'est pour ça que je parlais d'une défaite avec des regrets. C'est pas aux joueuses, mais c'est comme ça que le coach avait entrevu le match, tout du moins, jusqu'au moment où on est mené. Et quand on regarde, on prend un but, c'est une erreur d'inattention. Ce but, on ne le prenait pas et qu'on ne serait pas là aujourd'hui à dire qu'on a fait un mauvais match. Donc, on n'a pas perdu de beaucoup, mais c'est ça une grande compétition. Ça se joue sur les détails. Alors, Serge Pensi, vous avez regardé ce match. Concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché? En 1982, est-ce que l'Algérie avait le niveau de l'Allemagne? En 1990, est-ce que la Cameroun avait le niveau de l'Argentine? Non. En 2018, est-ce que le Mexique avait le niveau de l'Allemagne? Non. Non, il faut se surpasser. C'est ça le coaching. Donc on a joué petit, en quelque sorte? Oui, mais on n'a pas un coach qui est à la hauteur de cette tâche. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas aller à Hennef ou à Clairefontaine pour comprendre que ce monsieur n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Vous ne pouvez pas revenir en Coupe du Monde. Vous pouvez placer un système de jeu où vous ne vous déployez même pas. Parce que vous pouvez jouer bas, mais il y a quand même une utilisation du ballon. Mais on n'a rien vu. Je n'ai pas vu une équipe camerounaise faire du jeu à 2, jeu à 3. Ça n'existe pas. Des basiques. Moi, je suis passé par des centres de formation. Les enfants, on leur apprend ça. Le jeu à 2, le jeu à 3. Quand on joue bas, c'est ce qu'on fait pour sortir les ballons. Et puis on cherche la profondeur. Je n'ai pas vu ça dans l'équipe du Cameroun. Donc, dire que le Canada, grosse légume, 5e mondial, c'est des histoires. Vous avez 11 dames contre 11 dames. Et maintenant, ce sont les plus malines qui vont sortir du... D'autant plus que les ambitions du Cameroun, c'est de faire mieux qu'en 2015. Oui, mais quand on a des ambitions, il faut avoir des moyens aussi. Vous ne pouvez pas... Moi j'ai regardé Aboudi Onguéné. Ça, franchement, je vais vous dire. J'ai regardé Aboudi Onguéné, j'ai dit quel gâchis. Est-ce qu'on n'a pas, depuis le Canada, depuis 2015, cette fille a une pointe de vitesse, mais elle a un problème. Elle n'est pas coordonnée. Elle a un problème de proprioception. L'entraîneur Billet Tanguay, il sait de quoi je parle. C'est-à-dire qu'une joueuse de haut niveau ou un joueur de haut niveau, quand on le voit, c'est quand il y a la prise de balle et le contrôle. Prise de balle, contrôle et passe. Elle n'arrive pas à le faire. Non. Elle peut courir. Non, s'il te plaît. Non. Quand elle le fait, elle perd le ballon. Non. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a un élément, qu'on a tendance à vouloir balayer. Non, s'il te plaît. Elle part de très loin. J'aime pas laisser Serge finir d'abord. Itiga, c'est technique ce que je suis en train de dire. Ah bon? Et oui. Elle a perdu beaucoup de ballons. Oui, mais elle a perdu parce qu'elle était esselée, parce qu'elle partait de loin. Non, Itiga. Il faut comprendre ça. Itiga, quand tu pars de loin. Si on dit mauvaise utilisation d'Aboudi, j'ai dit d'accord. Mais dit qu'elle manque de coordination, qu'elle ne peut pas recevoir un ballon et donner un ballon, j'ai dit non. Non, d'accord. Itiga, s'il te plaît. Mais Serge, vas-y. Je ne sais pas pourquoi on me laisse parler au bout de moi. J'ai fait dire des bêtises. Vas-y. J'ai fait dire des bêtises. Mais moi, je vous dis, ça fait... J'ai commencé à observer le football. Aujourd'hui, j'ai près de 50 ans. J'ai commencé à observer le football de haut niveau quand j'avais 18-19 ans. Donc, ça fait près de 30 ans que j'observe. Je vous dis que cette fille manque de coordination. Elle manque de coordination. Quand un joueur qui a une pointe de vitesse comme elle contrôle un ballon et le perd parce qu'il ne calcule pas à comment il doit pousser, à quelle vitesse il doit caresser le ballon en pleine vitesse, c'est qu'il a un problème de coordination et un problème de contrôle. C'est ça. Sauf qu'elle y est depuis avec ce même style. Oui, mais parce que les entraîneurs n'ont pas... C'est pas le problème du coach actuel, oui. en fait. Non, hein? C'est pas le problème du coach. Non, c'est le problème du coach. Le coach... pas le problème du coach. Non. Le coach est là pour faire évoluer des joueurs, pour tirer le maximum des joueurs. Quand le coach trouve des défaillances, des faiblesses chez un joueur, il rappelle, s'il te plaît, Itiga, s'il te plaît. C'est que je dis, c'est vrai qu'elle est... Non, s'il te plaît, ce que je dis est très important.
Quand le coach de sélectionneur est là, pourquoi? Il est là, il fait une juxtaposition de joueurs, il rassemble les joueurs, et puis maintenant, il doit donner une philosophie de jeu à ces joueuses-là. Il doit tirer le maximum. Et il doit être sûr qu'avec cette joueuse, ce noyau que j'ai, je peux avoir la meilleure équipe possible. Comment je dois trouver des solutions pour la meilleure équipe possible? Il va mettre un système. Si tu ne passes pas, si tu n'as pas le niveau, tu vas constater ça toi-même. Parce que chaque fois, quand on fait le jeu de 2 surfaces ou de tout ça, il y a des joueurs qui va toujours rôder, il va toujours les faire jouer. Et tu vas comprendre toi-même que tu n'as pas le niveau et tu vas te mettre au travail. Je crois que d'accord. Il y a un élément. Oui, on va faire réagir François Monémorop sur la question. En tant que supporter, votre regard sur ce match, déçu ou bien comprenez un peu le système mis en place par l'entraîneur qui a voulu garder les acquis, essayer de terminer ce match sur un score nul? Bon, il faut aller à une compétition pour, je ne sais pas, tu as dit conserver les acquis. Quel acquis? On va à la compétition, à mon sens, pour chercher à gagner la compétition. Il faut donc mettre en marche, sur place une équipe, dans le sens de gagner. On a vu une équipe camerounaise, bien que je ne sois pas technicien, qui pouvait jouer 2 jours sans marquer. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de cohérence dans le jeu. On n'arrivait pas à conserver le ballon pour 2-3 minutes. En un enchaînement de passes, 0. Et moi, je dis que j'étais très déçu. Très déçu parce que contrairement à l'équipe camerounaise que j'ai vue entre-temps, enfin l'équipe du football féminin que je vus avant, celle-là ne ressemblait pas franchement aux joueuses qu'on a connues. Mais je dis qu'on a vu tout au moins aussi une équipe qui se battait, qui tenait debout. Je veux dire, sur le plan physique, les filles elles répondaient. Et puis c'est tout ce qu'on a pu retenir. Voilà. Ok, coach, on va sortir sur la question. On va jouer les Pays-Bas samedi à 14h. C'est la 2e plus grosse nation de ce groupe. On a déjà une défaite. La prochaine défaite, c'est la sortie de ce groupe-là. Comment il faut aborder ce match? Si vous êtes à la place d'Alain Djumfa, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, premièrement, je suis pas à sa place. Donc, il dit, mettez-vous un peu dans la peau de l'entraîneur aujourd'hui. Non, moi, si je suis à la place d'Alain Djumfa, je ne fais pas jouer mon équipe tel qu'il a fait jouer. Moi, je suis un entraîneur très offensif, tout le monde le sait. Donc, mais je suis ici en tant qu'expert. Donc, au-delà de mes convictions personnelles, je dois dire des choses par rapport à ce qu'on voit. Donc, Alain, ce qu'on a constaté par rapport au premier match, je dis, sur le plan défensif, c'était pas mal. Hein. Quoi qu'on dise, on a beau tout dire. Le football, c'est l'attaque. Christine Sinclair n'a pratiquement pas eu de véritable occasion. Le football, c'est l'offensive, c'est la défensive et c'est les phases de transition. Puisque désormais, les phases de transition sont devenues les phases les plus importantes au niveau du jeu. Sur le plan défensif, le Cameroun, les Camerounaises, les Lions ont répondu présent. Sur le plan offensif, on semblait avoir basé tous nos espoirs sur la grâce divine. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Donc voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai dit sur le plan offensif, il y avait trop de balbutiements. Quand on décide de jouer par contre-attaque, il y a 3 voies à travers lesquelles on exploite les contre-attaques. Il faut les travailler à partir des entraînements pour que cela soit arrosé. Cependant, Serge, ce que j'aimerais te dire, c'est que lorsqu'une équipe procède par attaque placée, elle a le temps de construire le jeu. Elle a besoin évidemment de la technique collective, ça c'est vrai, mais il y a les sollicitations qu'il y a en attaque rapide sur le plan technique individuelles sont plus, sont plus contraignantes que celles qu'on a en attaque placée. En attaque placée, le rythme est lent. On a le temps de faire. Donc, lorsque les Camerounaises veulent procéder par attaque rapide ou par contre-attaque, il faut que les joueuses aient une technique. Vraiment, oui, parce que ça se fait en mouvement et à haute vitesse, à grande vitesse. La qualité de la passe, le dosage, les contrôles, de tout. Et voilà pourquoi, peut-être, tu vois, Aboudi dans ce truc-là. Donc, pour le Cameroun, jouer contre. Ça veut donc dire qu'elle a des difficultés à. Jouer contre. Non, on n'a pas le maillage. On a vu le match Argentine-Japon. On a vu le match Argentine-Japon. Les Argentines étaient dans le camp, mais elles ont sorti le ballon au pied avec le camp. Il y a un élément que nous oublions. Je crois que Jacques Marcel, peut-être la mémoire court tout ce que lui-même avait dit la dernière fois. Le Cameroun de 2015 n'est plus le Cameroun de 2019. Non, les filles ont pris 4 l'équipe du Cameroun. C'est-à-dire on s'est préparé.
font des vidéos, travaillent et Oui, étudient mais l'équipe du quand- Cameroun. mais- On passe au scanner, c'est-à-dire que mais nous, quand- on non, on doit est être plus capable, surpris. bien sûr, on doit être capable. Mais ça veut dire que nous, on peut. Mais attends, quand on parle de scanner, on passe le monde scanner. Mais c'est Je ça suis que d'accord. voilà, Est-ce que nous on passe les autres équipes au scanner? Je voudrais Je dire vous- ceci. Oui, Jacques, Là où je suis pour pas terminer, d'accord pour terminer avec, sur- Ah, j'ai pas fini mon propos, là. Oui. Serge, on prend cet aboudi, on l'utilise dans un autre dispositif Lequel? et une autre animation. C'est pas la Comme même le joueuse qu'on 4-3-3, voit. habituellement. Comme le 4-4-3 où elle joue sur un côté Oui. et que les ballons sont ressortis normalement ou notre milieu de terrain. Parce que pour moi, c'est un problème de maillage. On peut avoir le plus grand joueur du monde. Si on ne le met pas dans les meilleures dispositions, ça ne donnera pas. Là, ça, c'est le Donc, visé, ça, c'est le et là, discours. je dis, là où je suis parfaitement d'accord avec le coach Bilet, on a fait un très bon match sur le plan défensif. Mais maintenant, le lien entre la défense et l'attaque, on était inexistant dans ce domaine. Et si vous prenez une joueuse qui fait moins de 1m60 pour moins de 55 kilos, vous laissez seule en pointe, vous n'attendez pas grand-chose d'elle. Alors que si on met non. sur un côté, Non. avec un Mais soutien de écoutez, plus de joueurs, ça ne écoutez, peut pas. Il faut être capable de ressortir les balles avec une défense qui sera moins. Sauf que, sera moins. super. Et là, C'est pour ça qu'il faut donc trouver les Et là, justes équilibres. ce que Yves est en train de dire est important. Ce n'est pas le fait qu'on ait eu une seule attaquante en pointe qui en réalité constitue le problème. Après la récupération de balles, qu'est-ce qu'on en faisait? Rien. On semblait se débarrasser. Voilà pourquoi je dis, sur le plan offensif, on semblait ne pas s'être suffisamment préparé. Il y a un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème qui venait de ces nombreux cris qu'on entendait à partir du banc de touche. Parce qu'à trop crier sur les acteurs sur le terrain, ces acteurs perdent le calme, hein, le calme et la lucidité. On a tendance à balancer, mais franchement, sur le plan défensif, c'est lui qui dit que le Cameroun a été... Jacques, je sors avec vous sur cette question parce que ce n'est que le facteur X. Les deux thèmes sont à suivre dans une poussière de secondes. Michael Abam a été déclaré forfait le matin du match. Celle qui était pressentie pour Oui, commencer. par... Ça, c'est l'info que vous avez. L'info aussi que j'ai, c'est que c'est elle qui aurait dû débuter ce match. Oui. Mais sauf qu'on a vu, lors de l'échauffement, on a vu Michael Abam, qu'on a annoncé avoir des douleurs aux adducteurs, Oui. s'échauffer normalement. à bon rythme. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, Michael Abam, dans cette équipe qu'on ne veut pas utiliser, ou bien c'est une blessure politique décidément dans cette diplomatique. Bon, c'est encore tôt. Une Mais blessure tout diplomatique, tout ce que vous dites est vrai. C'est elle qui était pressentie pour débuter ce match. La veille, on a annoncé une blessure, mais elle s'est échauffée. Normalement, comme toutes les autres. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème? S'échauffer ne veut pas dire qu'on est en forme. Ça, je sais pas. Attendons voir le prochain match. Mais moi, je dis, je continue. Je l'ai dit ici il y a quelques semaines. Le coach nous a donné la certitude qu'il fera avec des joueuses aptes. On avait des doutes, par exemple, sur Gaël Ngalamoui. Mais elle n'a pas fait une mauvaise entrée. Bien sûr, non. Ah, elle n'a pas fait une mauvaise entrée. Elle avait le bloc que J'ai- donc, j'ai- elle a- Elle a eu un Cette excès de... présence-là, J'aime un peu nous a douter aidé. Elle a eu agréablement. même un excès de... Donc, ça veut dire que Des moi, niaques. jusqu'ici, je fais confiance au coach. Je respecte ses choix. Même D'accord. si je ne partage pas sa philosophie du foot, je respecte ses choix. Maintenant, D'accord. on espère quand même que pour le match contre la Hollande, on va montrer autre chose sur le plan offensif que ce qu'on a montré au premier match. D'accord, c'est clair. On rappelle que le Cameroun est dernier de son groupe avec 0 points, juste devant la Nouvelle-Zélande. 0 points également, mais le match face aux Pays-Bas, déterminant pour la suite de la compétition. Match à suivre samedi prochain à 14h, face donc aux Hollandaises. On prend le premier thème de ce soir. Il est consacré aux Lions indomptables du Cameroun. Les 23 Lions retenus par Clarence Zidorf. Des gens ont été écartés, dont Vincent Boubacar, annoncé donc blessé, qui a manifesté son regret de ne pas être dans cette campagne pour garder le titre fièrement acquis au Gabon. Petite transition et puis on revient dans cette émission en parler tout de suite. De retour sur ce plateau de questions de sport avec nos 5 invités sur le plateau. Yves Tchamadeu est avec nous, le consultant habituel. François Mounet-Mahop, supporter du MS de Loum. Martin Biletanga, entraîneur de football. Jacques-Marcel Tiga, journaliste de sport. Et Serge Pensy, analyste de foot. C'était très tendu. On entre.
dans De cette sport, tanière. de sport, pas de foot. Ouais, de foot pour ce soir, Ouais. de sport. C'est pour ça que vous êtes là, justement, parce que prochainement, on parlera de volleyball. On annonce, on viendra dans le monde du volley dans les prochains jours pour Et essayer de sport voir que comment je ça se connais passe très bien. dans cette discipline. Ça avait été le cas le mois dernier avec le basketball. Je suis né dans le Et volley. on a connu beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses, justement, dans cette fédération avec les quatre mousquetaires qui gèrent la fédération. Écoutez, de la fédération camerounaise de basketball. Mais on revient au foot. Avec cette tanière, l'Africa Foot qui a donc a rendu public cette liste des 23 joueurs, mais d'abord a sorti la liste des joueurs écartés du groupe, mais toujours par de conférences de presse pour expliquer les choix des 23 qui iront à la CAN. Serge Pensy, la façon de faire de Seedorf, est-ce que vous la comprenez? Vous qui connaissez justement le haut niveau, connaissant Clara Seedorf qui a connu le haut niveau toute sa vie, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans les clubs ou dans les pays et les fédérations bien coordonnées qu'un entraîneur ne daigne pas annoncer sa liste des 23 et expliquer ses choix? Il va l'annoncer où? Il n'y a pas, on ne fait pas de préparation au Cameroun pour que tout soit organisé. Ils sont, je crois, maintenant ils sont au Qatar, non? Oui. Ils étaient en France, en Espagne, au Qatar, et puis ils vont terminer cette préparation déjà, ce qui Sur le continent. qui me dérange un peu parce que à dévier les heures de vol, de déplacement, changement de continent et tout ça là, c'est un peu embêtant. Bon, maintenant, on est habitué à ça. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouveauté qu'un entraîneur, qu'un sélectionneur ne fasse pas de conférence de presse. Qu'on nous dit, je crois qu'aujourd'hui, l'Africa Foot a quand même fait beaucoup de... Elle a beaucoup évolué dans le sens de la communication. Beaucoup d'améliorations. Vous avez vu Africa Foot TV, il y a beaucoup de trucs. Même comme il y en a encore. Oui, non. Bon, c'est des balbutiements progressifs. Non, il faut apprécier. Quand c'est bon, quand il y a quelque chose, il y a plus trop. Vous savez, la nature humaine a horreur du vide. Quand il y a le vide, donc chacun va de ce. Mais aujourd'hui, on essaie quand même de combler ce vide. On ne peut pas encore combler tout. Qu'une œuvre n'est pas faite, mais ils essayent quand même. Maintenant, sur la liste des Seedorf, ses choix et tout ça, vous savez, c'est lui qui est le boulanger. C'est lui qui sait qui doit. Quel pain doit nous servir ou quel gâteau doit nous servir à la fin. Donc il sait que le Cameroun est champion d'Afrique. Il sait que les Camerounais attendent qu'on ramène la coupe au Cameroun. C'est ce que les Camerounais attendent, qu'on conserve le trophée. Donc lui, je crois que Seedorf voudrait peut-être arriver parmi les demi-finalistes, le dernier carré, et puis il aura rempli sa mission. Ben, il faut attendre, il faut voir. Le Cameroun n'a plus ces grands joueurs-là qui nous faisaient rêver. On a aujourd'hui des joueurs assez moyens. Hein? Il faut attendre. Est-ce que le niveau n'est pas nettement supérieur qu'en 2017 en termes de qualité de joueurs? Bon, supérieur, je ne peux pas le dire. Vous savez, on est toujours intelligent à la fin, au début, non? Donc, je ne peux pas dire si le niveau... C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui sont là, mais les joueurs, là, on a eu Sadio Mané au Gabon en 2017, hein. Il était là joué contre le Cameroun. Salah a joué contre le Cameroun. Donc, tous ces joueurs ont joué contre le Cameroun et ils ont été battus. Maintenant, si vous voulez me dire qu'ils sont devenus encore meilleurs, ça veut dire que les gars de 2017 aussi, les Camerounais aussi ont évolué. Donc, c'est une compétition qui va se jouer. Moi, je pense que Seedorf, c'est un entraîneur affûté. Il a fait ses choix. Il est assez intelligent. Il connaît comment j'ai investi. Il a choisi ses joueurs pour avoir un cadre où il pourra faire du résultat. S'il ne fait pas de résultat, peut-être qu'il serait trompé. Donc on aura le temps de le critiquer. Maintenant, je ne peux rien dire pour le critiquer. Respectons son choix et on verra. Pour vous, on respecte les choix de l'entraîneur. C'est clair. Sur cette liste de 23 joueurs, Jacques Marcel, on remarque qu'il y a 10 champions d'Afrique en titre dans cette équipe. 13 nouveaux joueurs qui n'étaient pas de la campagne de 2017 et 11 joueurs qui vont jouer la CAN pour la première fois de leur vie malgré leur âge, Jacques Marcel. Oui, ça veut dire qu'en 2 ans, on a quasiment refait l'équipe à près de 55-60%. Donc, ça pose un problème. Est-ce qu'on va continuer à renouveler l'effectif? Où sont passés les autres? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Ça, ce n'est pas la tâche du coach. C'est l'organisation de notre football qui avec est la direction en ce technique moment-là. qui Voilà. Mais maintenant, 11 joueurs qui vont nouvellement découvrir la CAN, c'est pas mauvais. Il y a 2 ans également, on avait ceux qui affichaient à peine une sélection chez les Lions. Ils sont allés, ils ont gagné. Mais là, ça relève du miracle. Vraiment, regardons-nous en face et disons-nous qu'il y a 2 ans,
c'était un braquage assez ouvert du côté du Gabon. On a braqué cette CAN. Parce que dans notre organisation, notre façon de faire, rien ne présageait que cette équipe-là pouvait atteindre les demi-finales. Là, c'est l'exploit. C'est un exploit que ces joueurs-là ont produit sur l'aire de jeu et le staff également y compris. Maintenant, si on veut partir dans cette logique-là, qu'on va encore réaliser un exploit, ça peut arriver une fois sur 10. Si je m'en tiens maintenant au fonctionnement du coach Seedorf, vraiment le professionnel qu'il a été, je l'ai dit ici il y a quelques semaines, ne fonctionnait pas comme ça. C'est pour ça que je continue à m'interroger, est-ce qu'il a la même mise sur cette équipe? Parce que le professionnel qu'il était organisait les choses de façon professionnelle. Et quand on dit le monde professionnel, il y a des codes, il y a une norme. Ça fonctionne comme ça. Vous voulez donner une liste, vous la donnez et vous expliquez vos choix. Mais que ce soit la liste des 37, en tout cas, on est parti, je pense, de 28, 32, 37, ainsi de suite. Et que certains joueurs soient convoqués en sélection par le secrétaire général de la FECAFOOT, qui publie la convocation, qui n'est pas signée du sélectionneur. Moi, ça me pose problème. Et aujourd'hui, que le professionnel Seedorf, qui sait qu'on va jouer la CAN en Afrique, commence son stage à Madrid, va au Qatar, revient au Cameroun pour repartir en Égypte, ça me pose également problème. Parce que le professionnel qui a participé à plusieurs compétitions sait que plus les distances sont longues, plus on se déplace, ça pose un problème. Maintenant, la nature même des sparring partners. Moi, j'ai vu une photo qui me fait rigoler là tout à l'heure. C'est un U17 qui est à l'échange de Fagnon avec Eric Maxime Choupo-Moting. C'est quasiment un U17. Pour ce match amical où on rapporte 13-0. Si vous voyez cette photo sur les réseaux sociaux. 11-0. alors 11-0. Quand vous regardez la photo, ça n'a rien à voir d'un senior. Alors, bon, est-ce que c'est pour engranger la confiance? Le coach Billet Tanga nous dira tout à l'heure, ça sert à quoi de jouer avec des formations de ce niveau-là où des joueurs ont moins de 17 ans. Ça, c'est également, pour moi, c'est pas du professionnalisme. Et je continue à douter que Seedorf soit celui qui organise tout cela. Peut-être il subit seulement aussi. 23 lions indomptables, 8 attaquants pour cette équipe Yves Tchama de Dante. Jacques Zoua, qui a marqué un triplé contre Alcocon, vous l'avez dit, au lendemain du match face à la Zambie, qui n'a toujours pas de but en match officiel avec les Lions, parce que le match contre Alcocon, c'était un match de rodage. De préparation. Oui, de rodage, quelque sorte. C'était pas un match officiel validé par la FIFA. C'est même pas un match. Ouais, justement. 8 attaquants. Jacques Zoua fait partie de ces attaquants. On vient d'abord sur les cas des joueurs qui ont été écartés, comme Mouminga Maleu, de champion de Suisse avec Young Boys de Ben, qui a disputé la Ligue des Champions. Jean-Pierre Samet également écarté, qui a regardé cette liste de 8 attaquants. Qu'est-ce que vous retenez concrètement de ces choix, de ces 8 joueurs, en termes de profil, en termes de capacité à apporter dans ce groupe? Moi, je retiens que il a fait du statu quo. Et je crois que c'est peut-être une des rares choses que moi j'ai apprécié chez Seedorf, au-delà de ce qu'il apporte sur le plan tactique, parce que je reste sceptique sur la qualité du jeu de cette équipe, qui n'est vraiment pas l'image peut-être de ce qu'il a été comme joueur. C'est vrai que ça n'a rien à voir entre la carrière de joueur et la carrière d'entraîneur, mais on a vu les clubs par lesquels il est passé. Donc jusqu'ici, je reste sceptique de la qualité du jeu. Mais ce que j'apprécie jusqu'ici, c'est ce statu quo. C'est un entraîneur qui fait carrément avec les mêmes hommes. Et moi, j'étais persuadé, quand il avait sorti la liste, du moins lui, parce que c'est l'entraîneur de cette équipe, des 37 joueurs, qu'il avait une idée des 23 avec lesquels il va aller cette compétition. La preuve, quand vous prenez le match contre les Comores, quand vous enlevez Baoken, vous enlevez Petrus Boumal et vous enlevez, comment il s'appelle, Ongene. C'est tous, le reste, c'est les joueurs c'est les joueurs qui est avec lui dans ces rencontres-là. Donc, c'est un groupe qu'il maîtrise bien. Et je crois que moi, c'est ce que j'apprécie, parce qu'on ne construit rien dans l'instabilité. Ça, c'est d'une manière assez triviale dans tout domaine de la vie. Maintenant, s'il faut revenir aux attaquants en ce qui concerne Jacques Zoua, on se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer la présence d'un joueur comme celui-là au détriment des joueurs comme Minga Malo ou Jean-Pierre Samen. Je pense qu'en football aujourd'hui, il y a une question de feeling. Il y a une question d'humeur, de compatibilité d'humeur entre l'entraîneur et les joueurs. Deschamps lui-même, il a dit, c'est l'actuel entraîneur champion du monde, que dans une équipe, on ne sélectionne jamais les 23 meilleurs talentueux. C'est pour dire qu'en plus du talent, on a besoin d'autres valeurs. La vie de groupe. Jacques Zoua dans cette équipe, c'est un cadre. Ça, c'est indéniable. Il y est depuis 2011 lors de la LG Cup.
C'est un cadre de l'équipe nationale du Cameroun avec Madjek. Et Jacques Zoua aujourd'hui, vous savez, même quand il était à Coton Sport ou bien le FC Bâle, c'était un joueur beaucoup plus de côté. C'est après Hambourg qu'on a beaucoup plus vu en fixation, parce que même avec le Coton Sport, avec les juniors, oui, c'est pas un buteur de race. Donc, quand moi je vois les Camerounais qui sont un peu, qui s'enchantent un peu derrière lui, en Suisse, était meilleur buteur en Suisse. Il n'a pas été meilleur buteur championnat suisse. Il n'a jamais été meilleur buteur championnat suisse. Mais qu'est-ce que vous racontez? Donc, ce que je veux dire, c'est que à Coton Sport, on l'avait connu, c'était un joueur de côté. À la Cannes en 2009, junior avec des Peukeng et Abanana, tout le reste, c'était un joueur de côté parce que le trio d'attaque était connu. Et Sengue, où on a l'actuel capitaine d'APGS en fixation, et Jacques Zoua sur le côté. Donc, on peut comprendre qu'en tant qu'attaquant, il doit s'illustrer, il doit buter, c'est clair. Et on n'est pas d'accord qu'un joueur comme celui-là, qui ne marque pas en sélection nationale, il soit là. Mais voyons ailleurs. Rappelez-vous du match contre le Malawi ici, contre Yaoundé. C'est lui qui offre un caviar, je vais dire ça comme ça, à Choupo-Moting pour inscrire ce but en aile de pigeon. Yeah. Donc, dos au goal, il joue bien. Ouais, en plus, lui, dos au but, il joue bien. Donc, en plus de son expérience, je pense qu'il y a ce côté-là peut-être que Sidorf attend de lui. Disons-nous aussi qu'il ne part pas comme titulaire. Vous voulez expliquer pas comme si quand il fait la gymnastique sociale ou Oui, mais Jacques Zoua, tu peux livrer combien de matchs il a joué? Il n'a pas claqué. Il n'a pas claqué. Un joueur, c'est les stats. Un attaquant, c'est se mesure par les buts. Attends, on ne fait pas la défense de Jacques Zoua. On essaie de. Oui, mais ne m'expliquez pas. Il a parlé de. J'ai l'impression que le peut pas bien l'émission. Non, mais si c'est il a parlé de Mouminga Maleux. Oui. Il essaie de faire une comparaison. Je vous dis donc que Mouminga Maleux essaie dans le réseau de l'équipe nationale. Ils sont pour le même poste. Si on peut regarder. Jacques, vous jouez à quel poste? Il joue en fixation. Mouminga Maleux. En fixation. Oui. Et Jean-Pierre Samel joue en pointe. Jean-Pierre Samel. Il joue en fixation. Oui, Jean-Pierre Samel est légèrement blessé. Il était blessé. Malheureusement, la sélection nationale du Cameroun, que ce soit Souley, Hugo Boss ou Clarence Sidorf, il ne s'est réellement jamais illustré. Il n'a jamais convaincu. Moi, j'ai quelques stats de Jacques Zoua que je voudrais partager pour voir quel style d'attaquant il est. Non, des stats réels, c'est-à-dire que sa carrière professionnelle. J'ai là sa plus belle expérience, c'est en Suisse, au FC Bâle, où il joue 128 matchs pour 98 buts marqués. Mais depuis lors, parce qu'il joue entre 2009 et 2013 au FC Bâle, 2009-2013. Où il a acquis sa réputation. Voilà, il joue 104, il fait 128 apparitions pour 98 buts. C'est un bon ratio, excellent ratio. Mais derrière, entre 2013 et 2015, il joue à Hambourg, 32 matchs pour 7 buts. Ensuite, 2014-2015, il joue en Turquie, il fait 23 matchs pour 9 buts. 2015-2016, il fait 32 matchs avec Ajaccio pour 11 buts. 2016-2018, il est à Kaiserslautern, il fait 25 matchs pour 8 buts. 2017-2018, il est en Belgique, où il fait 28 matchs pour 13 buts. Donc, on voit qu'il est dans le déclin. Cette année, c'est pas un buteur de race. Un seul but. Un seul but. C'est pas un buteur de race. Quand on regarde sa courbe de statistiques. Non. Ça veut dire que il ne sait pas que c'est pas un buteur de race. Ça veut dire qu'il ne s'est plus amélioré depuis qu'il a quitté la Suisse. Ah ben non. C'est ça que non, s'il vous plaît. Non. On a tout fait statistique à un niveau. Ben non. Quand tu prends la moyenne en Suisse, franchement, il a plus de 0,7. 128 matchs, près de 100 buts, il a presque 0,8. Vous n'allez pas me dire qu'un joueur fait 8 ans une progression. C'est pas là le problème. Même dans Coton Sport de Garoua, Jacques Zoua n'était pas un claqueur de but. Mais je vous dis qu'en Suisse, il était meilleur buteur. C'est-à-dire que c'est pas le même registre que les Vincent Aboubakar, c'est pas le même registre. Dans l'utilisation, coach Biletanga, dans l'utilisation de Jacques Zoua, sa sélection, elle est naturelle. Quand on a vu la CAN 2017, il a beaucoup plus servi en joueur de fixation, de pivot. Est-ce que c'est pour cela qu'on amène? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus pour ce rôle-là que sur ce plan statistique? Disons que la sélection d'un joueur obéit beaucoup à des facteurs, à des critères sportifs. Mais il y a également le facteur social dont il faut tenir compte parce qu'il y a une vie de groupe dont vous ne tenez, qui semble souvent vous échapper. Jacques Zoua, peut-être la différence de la plupart des autres attaquants que le Cameroun a actuellement, est un joueur qui joue en fixation, mais un attaquant
un attaquant de déviation. Donc, c'est le rôle qui lui est souvent dévolu au niveau de l'équipe nationale. Et actuellement, il va falloir y avoir comparaison par rapport à l'autre et ainsi de suite. Bon, maintenant, il me semble que c'est un habitué de ce groupe et il a un rôle comme Oyongo Bitolo, même s'il est Oyongo Bitolo, même s'il est en méforme, le coach va l'amener. Hein. C'est le gars. Ne dévions pas. Ne dévions pas. Parce qu'il n'y a pas un titre foncier à l'équipe nationale. C'est-à-dire que le joueur qui arrive à être entraîneur, quand vous arrivez à l'équipe nationale, c'est que vous êtes meilleur. Non, d'abord, non, ce n'est pas le critère. S'il te plaît, ce n'est pas. Non. Il faut jamais. Non. Serge, je suis un entraîneur de football. S'il te plaît. Quels sont les critères? On ne va jamais recruter les 23 meilleurs joueurs. Non, suivez-moi bien. Les 23 meilleurs joueurs pour former la meilleure équipe possible. Une équipe, c'est une affaire d'équilibre. Oui. C'est une affaire. Si tes 23 meilleurs joueurs sont des attaquants. L'équilibre, c'est après. Si tes 23 meilleurs joueurs sont des attaquants ou des gardiens de but, tu vas faire quoi? Maintenant, quand ils sont des meilleurs joueurs, poste par poste, je vais te prendre un exemple, un exemple tout bête. Tu as un joueur, par exemple, qui est un milieu de terrain défensif, qui abat un travail énorme en qualité de milieu de terrain défensif. Tu en as un autre qui peut-être n'abat pas le même travail, mais qui est un joueur fin. Et toi, l'entraîneur, dans ta conception du jeu, tu as besoin d'un meneur de jeu comme sentinelle. Lequel tu vas prendre? Attention. Donc, c'est parfois à ce genre de détails que des décisions peuvent aussi pour montrer à quel niveau la saturation peut nous dans l'équipe. En 2015, le Sénégal va à la CAN en Guinée avec les meilleurs buteurs de tous les championnats d'Europe. Et après, tu vas former l'équipe comment? Tu vas tous les mettre sur le terrain. Au Danemark, vous avez Moussasso avec Lille en France. Ils sont sortis au premier tour dans un pot où on trouvait la Guinée équatoriale. Vous avez tous les meilleurs attaquants. Moi, j'ai une autre préoccupation. Marc, pour qu'on fasse simple, donnez-nous un peu la liste des 8. Parce que, voici, n'oublions pas qu'on retient les joueurs à sélection en fonction du plan de jeu, en fonction de la stratégie. Et que le Cameroun joue 4 défenseurs, 2 milieux récupérateurs, 3 attaquants et 1 en pointe, donc 3 attaquants en soutien et 1 en pointe. D'accord, donc on joue dans l'eau 4-2-3-1. Et si on regarde les 8 attaquants, vous verrez qu'il a doublé les côtés. Mais je rappelle, vous verrez qu'il a doublé les côtés. Et comme il a doublé la pointe, vous verrez tout à l'heure. Jean-Marcel, voici la liste. Stéphane Bauken, qui était un joueur de pointe. Oui. Jacques Zoua également. Ça fait 2. Il a doublé. Clinton J, un joueur de couloir. Christian Bassogor, couloir. Et Imassine Choupo-Moting, qui joue également. Qui peut jouer derrière l'attaquant également. Voilà. Joël Tagueux, joueur de fixation. Oui, qui peut également jouer derrière l'attaquant. Il a doublé. Côté. Il a 4 gars sur le côté, 2 en pointe et 2 en soutien de l'attaquant en pointe. Donc c'est cohérent. Il a 2 en pointe, 2 en soutien. C'est cohérent en fonction de comment il joue. C'est cohérent. Au niveau des profils, parce qu'il recherche certains profils. Vous n'allez pas doubler, par exemple, tripler les couloirs et laisser avoir une seule pointe, une seule fixation. Il faut doubler parce qu'on en aura besoin. Ouais, justement, vous parlez d'équilibre. Avec la réalisation, on va aller sur les défenseurs s'ils peuvent rentrer. Là-bas, c'est la zone où il a plus de certitude. Non, on va aller sur les défenseurs parce que vous parlez d'équilibre tout à l'heure. Il a doublé. On a vu des joueurs qui ont été écartés sur le plan défensif comme Jérôme Onguené, qui a été écarté. Jean Fouch qui est blessé. Oui. Qui est annoncé blessé avec Sochaux. Avec la réaction, si on peut avoir cette liste, coach, vous allez réagir. Je donne la liste des défenseurs parce qu'on parlait d'équilibre sur le plan des attaquants. Peut-être avec ce que je vais dire, le téléspectateur va mieux comprendre. Oui, allez-y. Oui. Voilà. Donc, généralement, il y a deux sortes de sélectionneurs. Il y a des sélectionneurs qui arrivent. Ils voient les joueurs qu'ils ont à leur disposition. Ils regardent les tout meilleurs éléments. Par exemple, quand le Cameroun avait Samuel Eto'o ou alors Roger, je ne sais pas moi quoi. Donc, les top players. Et à partir de là, ils bâtissent l'équipe. Mais à ce moment-là, l'équipe sera dépendante de ces joueurs-là. Oui. Là, on n'a pas de player. Oui, voilà la première catégorie. La deuxième catégorie des entraîneurs, c'est des sélectionneurs. C'est ces sélectionneurs qui arrivent. Ils regardent comment ça se passe. Ils ont au départ
leur projet de jeu. Ils Le cherchent projet les de profils jeu maintenant. qu'ils veulent implémenter sur le terrain. Et à partir de là, ils vont prendre des joueurs qui vont les aider à animer, c'est-à-dire à réaliser leur projet. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles vous allez peut-être retrouver, je ne sais pas, hein, vous allez peut-être retrouver, comment tu l'appelles, Jacques Zoa, peut-être pas Mouminga Maleux, parce que peut-être dans l'esprit de l'entraîneur, il y a celui-ci peut faire. Peut-être et que que l'entraîneur l'autre. seul pas en conclusion. Seul une conférence du sélectionneur peut donc nous Parlons de la apporter cette défense. explication. Jean-Marcel, on va donner la parole à François Monéma, qui n'a pas parlé. On a parlé d'équilibre au niveau des attaquants. Je ne sais pas si vous êtes trop d'accord, mais en défense, on a droit à 7 joueurs. On en a à l'image. Faye Collins, qui est latéral droit. Oui. Michael Gadeux, qui est défenseur central. Il y a Dabananda, défenseur central. Ils pas doublé. Jean-Amel Kanabik, qui est défenseur central. Qui paye également Gaëtan le Bon. latéral. Ça, c'est vous qui le Moi, je dites. crois que On c'est a encore beaucoup sur la plus poste Dawa qui de parle à ce registre. prédilection. Ouais. Yves, s'il vous plaît, laissons finir d'avoir la liste. Je sais qu'on dit que le Cameroun a 22 millions d'entraîneurs. Bon, sur le plateau, nous on sommes pas a des 5 entraîneurs. experts. Faye Collins, arrière droit, je répète. Michael Ngadeu, défenseur central. Yaya Banana, défenseur central. Jean-Marc Kanabik, défenseur central. Gaëtan Bon, arrière gauche. Ambroise Oyongo, arrière gauche. Et Joskin Dawa, défenseur central, qui est polyvalent et qui peut jouer comme arrière latéral droit. Mais Voilà. dans ce système, ça, à l'équipe des Lions, notamment, on n'a pas encore vu jouer comme arrière droit, du moins souvenir que j'ai. Ça fait combien de défenseurs? Que j'ai, sauf peut-être le En match de match préparation amical, qu'on n'a pas eu. oui. Ça fait combien de défenseurs, Yves? À la Sept. télévision, ça fait 7 défenseurs. Est-ce que vous estimez que là aussi, il y a de l'équilibre quand on regarde cette équipe? Bien, s'il Cette faut- défense, surtout des 7 joueurs. S'il faut tenir Non, compte les postes du ne sont pas fait- doublés. Il y a un seul poste qui n'est pas doublé. du fait que Même en 2015. l'entraîneur, n'est-ce pas, dès le départ, peut avoir préparé son équipe par rapport à un plan de jeu. Il peut avoir parmi ses défenseurs des joueurs qui peuvent être polyvalents. Oui, polyvalent, en défense. forcément. Et puis, voilà, il peut les utiliser. On a vu à l'époque, je crois, c'était Faye Collins, qui était rentré à droite. Oui, Quand Oyongo à Bitolo- gauche. Oyongo très bien. Bitolo à droite. Bitolo qui était à la droite Voilà, et Bézimo très qui bien. joue à Voilà, gauche. donc l'entraîneur, 2015. par rapport à son plan de jeu, peut bien estimer qu'il serait plus important pour lui d'avoir un joueur qu'il peut utiliser sur plusieurs postes que d'avoir un seul joueur, un joueur à un poste fixe. D'accord. Donc, Serge Pensi, quand vous regardez cette défense, 7 joueurs, on a pratiquement 4 défenseurs centraux, 3 joueurs postes d'arrière latéraux, dont un des défenseurs centraux qui est polyvalent comme Joskin Dawa. On rappelle que Jérôme Onguene, champion d'Autriche, vainqueur de la Coupe, qui a fait le doublé, qui a joué 14 matchs en championnat, qui a joué également des matchs de Coupe et de Ligue Europa, a été laissé, alors qu'il était régulièrement dans cette liste, au profit du jeune Joskin Dawa. Je pense que c'est là que ça a un peu joint. Oui, il est peut-être champion, mais depuis peut-être 2 mois, il ne joue pas. Ça, il faut ça. Il a joué sur la dernière partie de saison, mais pas au début. Non. Là, je vous dis, moi je suis le football autrichien. S'il vous plaît, à la fin du championnat, avant la fin du championnat, il n'était plus titulaire. Il a même eu des soucis avec son entraîneur. Mais je suis d'accord. Il a eu des soucis avec son entraîneur. Il y a entraîneur. une interruption après 12 matchs. Ouais, non. Vous voulez discuter dessus que allez-y, Serge, allez-y. Je vois. Donc, c'est peut-être sur ça, parce que... Les stats sont clairs. Après 12 matchs... C'est un Allemand, donc il ne faut pas oublier. Non, l'Autriche, c'est pas loin. Oui, donc c'est peut-être sur ça que Zedorf se dit peut-être que le jeune est à coup de rythme à la fin du championnat. Oui. Sauf que Dawa, c'est pratiquement 7 matchs dans le championnat ukrainien. Oui, mais je dis, vous savez, peut-être qu'on pouvait prendre un joueur qui a plus joué vers la fin qu'un joueur qui a joué au début. Parce qu'à la fin... Et puis il y a un élément il a essayé, et Sedorf a essayé un 3-5-2 l'autre jour, en match de préparation. Onguene est testé en arrêt droit, donc il faut avoir plus de centraux. Je n'ai pas terminé. Allez-y. Je trouve le nombre de défenseurs très réduit, petit. Parce que les joueurs les plus exposés à avoir des cartons et tout ça, c'est les défenseurs. Hein? Attention, c'est une compétition. Là où, dès le premier match, on va aller au charbon. Et il y a un match de plus par rapport à 2000. Oui, qu'est-ce qui se passerait si ils se retrouvent avec des joueurs qui ont, après 3 matchs, 2 cartons jours chacun. Hein? Il y a des défenseurs, surtout les défenseurs importants. Parce qu'il faut savoir, les défenseurs importants, un joueur comme Gadeux, s'il a 2 cartons, il peut le remplacer. Mais il faut aussi dire que les défenseurs sont les joueurs qu'on tourne le moins. Oui, d'accord. Qu'on tourne le moins, oui, qu'on tourne le moins, mais vous savez... Mais eux, c'est les indisponibilités, les cartons et autres. Oui, donc, mais non, là, je suis d'accord. En 90, on a eu ce problème-là en Coupe du Monde. Oui, mais en 90, on est allé avec un camion de défenseurs. Ça aussi, oui, mais on a eu ce problème. Où on a pris certains pour les faire jouer au milieu. Non, on a eu ce problème en Coupe du Monde et on a pu le résoudre avec
Parce que je vous ai dit qu'on est parti avec des cartons de défenseurs. On a pu le résoudre. Parce que quand vous perdez, on a perdu, je crois qu'on avait perdu deux défenseurs. On avait perdu Massing, on a perdu Ndipakem. Oui, on a pu les substituer sans problème. J'ai dit, peut-être au niveau des défenseurs, un ou deux défenseurs. On va voir un peu le milieu de terrain avec la réalisation et le milieu de terrain, parce qu'il y a 5 joueurs au milieu de terrain, dont Wilfried Kaptoum, qui n'a pas été très utilisé par Clarence Seedorf sur cette campagne qualificative et même en match amicaux, contrairement à Petrus Boumal, qui joue en Russie et qui a été régulièrement convoqué et qui a même joué 2 ou 3 matchs de préparation. Mais au final, c'est Wilfried Kaptoum, le joueur du Betis Séville, qui est retenu sur le fil, contrairement à Petrus Boumal. Oui, comment oui, ça peut-être Boumal a déçu. Ce que Seedorf nous a habitué, c'est de jouer en 4-2-3-1. Mais l'autre jour en match de préparation... S'il te plaît, au début, il jouait en 4-4-2 carrément. Oui, mais depuis un temps, il nous a habitués. Il est rentré quand il s'est rendu compte des limites de son... En match de préparation, il a essayé un 3-5-2. Ah bon? Il a essayé un 3-5-2. Donc, ça peut justifier ses choix. Autant au milieu de terrain qu'en défense, où il a beaucoup de défenseurs centraux. Parce que si on joue à 3 défenseurs, ça veut dire qu'on va jouer avec 3 centraux. Et des latéraux un peu plus avancés. Bon, maintenant, si on joue comme ça, il va falloir un joueur comme Kaptoum. Par rapport à... Donc, il faut quand même regarder son projet de jeu. Il est plus bon meneur de jeu que Boumal qui a la récupération. Tout à fait. Donc, moi, je pense que sur le choix des hommes, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité sur le choix des hommes, attendons voir ce que ça va donner comme résultat à partir de ce qu'il va nous proposer comme schéma de jeu, comme animation et tout le reste. Et là, maintenant, on verra s'il a fait le bon choix des hommes. D'accord. On sort sur ce thème avec vous, François Mené-Mahop, dans la casquette de supporter des Lions indomptables du Cameroun. On est champion d'Afrique en titre. Quand vous regardez cette équipe, est-ce qu'elle est bâtie pour défendre réellement son titre? Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe dans quelques jours? Enfin, naturellement, on attend qu'elle nous ramène le trophée. C'est la moindre des choses. Alors, dans tout autre résultat, sera un échec cuisant. Logiquement, quand vous partez de champion à vice-champion. Le minimum, c'est d'arriver au moins à finale. Non, même pas arriver à la finale, c'est de remporter. Dans le minimum, c'est de remporter. Pour garder l'équilibre. Alors, mais moi, je dis que la question que tu as posée de savoir qu'est-ce qu'on attend d'elle, est-ce qu'elle est bien bâtie pour. Moi, je pense que par rapport à la préparation, s'il faut tenir compte de ce qui avait été fait à la dernière CAN, je pense qu'on a légèrement avancé dans le sens positif, n'est-ce pas? Et on peut s'attendre à un résultat, n'est-ce pas, probant. On joue le Mali demain. C'est un match où il faut vraiment tester son 11 type. On peut s'attendre à 90% au 11 type de Seedorf. Le match c'est demain à 19h face au Mali à Doha. On le rappelle. On sort de ce premier thème puisqu'il y a 22h passé de 55 minutes. On a encore une bonne vingtaine de minutes avec vous ce soir en direct sur Canal 2. Question de sport, on s'intéresse à présent au championnat camerounais avec le retour sur le sacre du MS de Loum, un reportage inside lors du sacre de ce club du Mungo cher à François Mené-Mahop, à Pierre Kwemo. UMS de Loum va représenter le Cameroun en Champions League africaine, mais avant, on regarde ceci. UMS de Loum est de nouveau sur le toit du Cameroun. Le club du Mungo est sacré dimanche dernier champion dans un stade de Ngouaekele plein à craquer. Ce deuxième titre de l'histoire, les unionistes de Loum sont allés le chercher à la lutte avant le coup d'envoi de cette 5e et dernière journée des play-offs pour le titre en Ligue 1. Coton Sport de Garoua avait un point de retard sur le leader UMS de Loum. Les hommes de Laurent Jam n'avaient qu'une équation à résoudre, éviter la défaite sous les yeux de leur président, impatient de regoûter à la saveur du titre. À des centaines de kilomètres à Loum, les supporters et habitants de la ville se massent devant leur téléviseur. Personne ne veut rater ce moment. Le coup d'envoi est donné à Yaoundé. Le Coton Sport de Garoua presse, mais ne réussit pas à faire sauter le verrou de la défense d'UMS
emmené par le très expérimenté Ngemale. Son duel avec Daouda Kamilou, un autre vétéran et meilleur buteur du championnat, est très épique. Les cotonculteurs sont tenus en échec, 0 but partout. C'est l'euphorie au coup de sifflet final. À Loum, l'émotion est à son comble. Sur le terrain, les joueurs n'ont presque plus de voix. J'étais avec l'Union et cette fois-ci avec UMS de Loum. Je suis très fier de mon parcours. Laurent Diam entre dans l'histoire du club pour être le tout premier entraîneur à finir une saison sur le banc de touche du MS en Ligue 1. De quoi être heureux, mais surtout prudent. L'avenir se trouve dans le football. Je suis entraîneur de UMS de Loum pour l'instant, champion du Cameroun. Je le savoure. Les forces vives du département du Mungo sont montées à Yaoundé soutenir leur équipe. Loum a eu Ouragan de Loum qui a fait des merveilles. UMS est arrivé, la population, la ville, le village a accueilli UMS, fait des bénédictions, donné des bénédictions et tout. Aujourd'hui, le succès est là. Nous dédions ce trophée à la population de Loum parce que cette population n'a jamais baissé les bras. Sous le soleil, sous la pluie, ils sont toujours là. Les analystes et experts trouvent en UMS de Loum un champion inédit. C'est un club qui a annoncé les couleurs dès le premier match, ici même au stade militaire en le remportant. Et il est resté sur la même trajectoire, une trajectoire positive. Même lorsqu'on a eu des adversaires assez coriaces, UMS de Loum n'a fait que match nul. Et donc je crois qu'aujourd'hui, face à l'ogre Coton Sport de Garoua, l'équipe finit très bien les playoffs en remportant le titre. Vous savez que le président il a eu quelques soucis de justice et tout. Mais ça a été une surprise de voir la stabilité, n'est-ce pas, qu'il y avait non seulement au niveau, n'est-ce pas, du staff technique, mais en même temps du staff administratif. Ils ont réussi à gérer, n'est-ce pas, leurs petits problèmes sans trop de soucis. Le staff technique a fait son travail. Laurent Diam, c'est un ancien, c'est un vieux de la vieille. Quand il arrive à UMS, on se pose quand même des questions. On se dit, mais est-ce qu'on mettra tous les moyens, n'est-ce pas, à sa disposition pour qu'il puisse atteindre l'objectif, n'est-ce pas, demandé par le président. Et là, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Je dis bravo à Ndiam, bravo à Isomba. Mais seulement, le club de Pierre Kouemour, le président, saura-t-il relever le défi de la Ligue des champions africains? Ça ne va pas dépendre de UMS de Loum. Vous le savez bien. Vous savez que là, ça dépend d'une politique globale, générale du football, qui part de la Fédération camerounaise de football et même de l'État du Cameroun. Tant que nous n'avons pas mis sur pied cette politique, rien ne va marcher. Il faut que l'État implémente, il faut que la Fédération applique et que cela ait une implication, un impact sur le club qui représente le Cameroun à l'extérieur. Si on n'a pas mis sur pied cette politique-là, je vous assure que le club tout seul ne peut pas faire des miracles sur la scène internationale. L'administration du club compte ne plus commettre les mêmes erreurs. Les éliminatoires de la Ligue des champions CAF débutent en septembre. La présidente interpelle déjà les autorités du sport et de la FECAFOOT. On a gagné, mais c'est beaucoup de responsabilités. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme les autres fois. Et ça dépendra des personnes chargées de nous encadrer, c'est-à-dire la fédération. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'ils nous prennent directement en charge. UMS de Loum rejoint Léopard de Douala et Aigle de Konsamba au palmarès et devient le 10e au classement des clubs les plus titrés du championnat. Bravo UMS de Loum et bon vent pour la compétition africaine. François Mounema, on reste encore dans l'euphorie avec vous. UMS champion du Cameroun, vous êtes un homme aux anges. Naturellement. Vous savez, à moins de 10 ans, n'est-ce pas, d'âge, UMS de Loum a été 2 fois champion, le deuxième trophée, a joué 2 finales de Coupe Cameroun, a remporté une, a été champion, n'est-ce pas, de la Ligue 2. De la Ligue 2. Et de la D2. De la D2, voilà.
faut dire que c'est quand même historique. C'est historique. C'est l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de remercier le président Pierre Kouemo, qui avait pensé à la ville de Loum, n'est-ce pas? Il est venu installer son équipe à Loum. Les populations de Loum ont accueilli cette équipe qui aujourd'hui est en train de faire des merveilles. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quand même que UMS de Loum vient de rejoindre au palmarès Aigle de Konsamba dans le dernier titre de champion du Cameroun, on monte à 1973. Aujourd'hui, Aigle de Konsamba végète dans le championnat d'arrondissement. Léopard en 73 justement. Aigle de Konsamba, c'est 1994 le dernier titre dans le championnat camerounais. Est-ce que quand vous regardez Aigle de Konsamba, toute l'histoire qui est autour, vous voyez que UMS en peu de temps a pu rejoindre cette équipe au palmarès? Est-ce que vous dites que Pierre Kouemo a quand même réussi à bâtir quelque chose de solide malgré tout ce qu'on peut lui attribuer dans l'extra sportif et autres? Oui, en fait, UMS c'est un tout. Il y a la population, n'est-ce pas? Il y a l'apport indispensable et incontournable du président. Il y a également ces dérives du président. Parce qu'il faut dire que si on arrive à remporter tous ces trophées-là, avec cet environnement-là... Ne me dis pas que c'est grâce au dérive du président. C'est aussi que ça concourt. Parce que ces joueurs ont appris à comprendre avec qui ils ont affaire. Ça, je vous le dis, je peux vous le dire. Et sincèrement. Pourquoi? Parce que Pierre Kouemo, aujourd'hui, est l'un des présidents qui paye mieux les joueurs. Ça, c'est incontestable. Il peut vous insulter aujourd'hui. Je vais demander directement à Jacques Marcel. C'est vrai, Jacques Marcel? Oui, il paye bien, mais dans le management de la gestion, c'est une catastrophe là. Non. Payer le salaire, c'est autre chose. Payer le salaire, ça ne suffit pas à l'épanouissement du joueur. François, j'ai posé juste une question. Si pour les salaires, est-ce qu'en termes de salaire, Pierre Kouemo est en règle? Il n'est pas à jour, ça va pas à jour, mais il paye. Au Cameroun, c'est déjà applaudi. Il est parmi ceux qu'on peut classer de bons payeurs. De bons élèves. Oui, de bons élèves dans le contexte. Il y a la régularité. En matière d'organisation, vous pouvez poursuivre. Si l'organisation même de la fédération ou bien de la ligue était un exemple, n'est-ce pas? On peut se dire qu'à UMS également, ça ne marche pas. C'est vrai, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire dans cette organisation parce que si UMS a connu certains échecs, c'est justement qu'autour du président, il y a des gens qui, à un moment donné, se sont mis à la place des coachs et autres. J'ai suivi dans le reportage tout à l'heure, on a dit Laurent Jam, l'un des... Enfin, l'entraîneur a terminé en Ligue 1 toute une saison. Et quand on voit ce football-là, quelqu'un a parlé de la qualité du jeu. A terminé toute une saison, ça a été viré. Voilà. En Ligue 1, en Ligue 1. Alors, quelqu'un disait tout à l'heure là qu'il a été impressionné par la qualité du jeu. C'est tout à fait naturel que quand on laisse un coach prendre en main une équipe dès le départ, les résultats sont toujours positifs. En fait, dans la plupart des cas. On va rappeler juste Jean-Marcel que Laurent Jam a failli être viré en coup de saison, justement à la veille des playoffs, avant les playoffs, à la fin de la phase de saison régulière du championnat. C'est un miracle qu'il soit encore là et qu'il réussit à gagner ce titre. Oui, c'est un miracle dans le contexte de UMS. Mais moi, j'ai toujours dit, quand on veut développer quelque chose de professionnel... Peut-être qu'on n'a pas trouvé preneur. Quand on veut développer quelque chose de professionnel, il faut une certaine stabilité. Stabilité sur les bancs de touche, stabilité des effectifs en termes de joueurs. Maintenant, je salue déjà et je félicite les joueurs de l'UMS de Loum pour le titre remporté. C'est vrai que certains diront que c'est un titre au label. Non, mais tout le monde savait que c'est dans ce chemin-là qu'on va jouer le championnat et tout le monde est parti pour ça. Ils ont gagné, donc ça n'enlève aucun mérite au staff et aux joueurs. Maintenant, je pense que UMS aurait pu faire mieux que ces 2 titres de champion si, dans son organisation, c'était un mode de fonctionnement professionnel. Parce que tout à l'heure, quand on parle des gens qui se sont depuis des années substitués aux différents entraîneurs qui ont séjourné sur ce banc de touche, il y a le président en tête. Le président fondateur en tête, parce que ce n'est pas lui le président actif. Mais moi, je me rappelle des matchs à Loum, où moi je suis allé à Loum, où lui, à la mi-temps, ou pendant le match, demandait qu'on sorte tel joueur. Où il cognait les joueurs, il gifle le joueur à la mi-temps sur la main courante. Ça, c'est inacceptable. Attendez, gifler le joueur? J'ai dit devant moi, je parle de ce que j'ai vécu à Loum. Je parle de ce que j'ai vécu à Loum. Je ne peux pas confirmer cela. C'est moi qui dis, c'est moi qui dis. Et je dis, moi j'ai vécu. Je ne pense, je ne me souviens pas, tout au moins, avoir entendu un média. Quel président de club? Mais vous avez suivi que ce président de club. Vous avez suivi que ce président de club a accusé 3 de ses joueurs d'avoir vendu un match à l'international sans aucune preuve. Ça,
Voilà, c'est ce que j'appelle des dérives. Mais restons sur cette saison. Si l'exemple, ça dit que cette saison doit servir de saison témoin aux dirigeants de l'UMS de Loum. En s'appuyant sur cette saison, ils peuvent faire mieux. Et quand on a des ambitions, comme j'ai suivi la présidente dire qu'il faut aller représenter le Cameroun dignement, il va falloir donc asseoir quelque chose de solide. Même si ils y vont, je ne leur souhaite pas ça, et que ça soit couronné d'un échec, il faut déjà constituer ce noyau et partir de ce noyau pour bâtir quelque chose sur le long terme. Parce que le problème de nos équipes, les équipes dépendent généralement d'un seul individu. On prend le cas, je vais rapidement fermer cette parenthèse de Unisport de Bafang, parce que le président actif et général n'a pas été là, on voit ce que ça donne comme résultat. Alors, lorsque l'équipe dépend d'un seul individu, que ce soit financièrement, que ce soit sur le plan de la gestion, c'est un problème. Non, il faut constituer quelque chose de pérenne. Donc il est temps que UMS se transforme, fasse sa révolution pour essayer de concerner un peu tout. S'appuyer déjà sur cette saison qui pour moi, on n'a pas beaucoup parlé de l'UMS en termes d'extra sportif, en dehors bien sûr de l'ascension du président, mais sur le plan sportif, et c'est pour cela que ça a joué. J'apprécie par exemple qu'ils soient partis pendant tous les playoffs, ils ont séjourné à Conan. C'est qui est une très bonne chose, ils se sont retirés de l'homme pour aller la préparation d'avant-saison. Voilà, donc c'est vraiment à encourager et c'est à apprécier. Revenons sur le plan technique. Yves Tchamadou, vous avez vu UMS jouer pendant la saison régulière. UMS a terminé 3e de la sous-poule B. Il y avait un point qui avait été retiré au profit qui avait mis à Lyon Sport d'être 3e. Au finish, ils ont récupéré leur point. Donc, sur le terrain, ils étaient 3e. Et ils jouent ces playoffs. On ne les voit pas venir et ils passent devant le Coton Sport et ils ramènent ce championnat. La question, c'est UMS de Loum est-il un beau champion ou un solide champion cette saison qui était assez particulière? Je crois plutôt que UMS reste tout de même un champion. Je dirais solide, parce que UMS nous a habitués à être une équipe solide. Beau champion. Moi particulièrement, je n'ai jamais été très chatoyé par la qualité du jeu du UMS de Loum pour avoir vu cette équipe jouer à Loum et même en dehors de Loum. Mais solidement parlant, je pense que c'est une équipe très coriace, quel que soit l'entraîneur qui est passé. Et je crois que c'est la particularité du MS de Loum. Je vais donner quelques... Les entraîneurs sont beaucoup plus adaptés au style de jeu du MS que apporter leur style de jeu à eux. Donc Laurent Jam n'a pas fait une vraie révolution. Je ne sais pas si dans le fonctionnement du club, au niveau du directoire sportif ou technique, il y a un projet de jeu sur le plan défensif. Parce que en quelques statistiques, j'aimerais voir qu'en 2016, quand UMS est champion du Cameroun, UMS prend 16 buts en 34 matchs. Et cette saison, pendant les playoffs, UMS a pris un seul but en 5 matchs. Donc c'est une équipe qui, sur le plan défensif, a toujours eu la réputation d'être très solide. Et moi, c'est un constat personnel que j'ai fait. Et quand vous voyez cette équipe jouer à Loum, vous sentez que c'est une équipe qui, dès qu'elle vous a marqué le premier but, ça devient de la mer à boire. Regardez. Donc, je crois que c'est un champion beaucoup plus, à mon sens, solide, au vu même de ce que cette équipe nous a présenté par le passé dans ce championnat et au vu de ce que nous avons constaté durant ces playoffs. Parce qu'il faut dire que UMS, à mon sens, est passé du doute en début de saison aux espoirs en fin de la première phase à un exploit à l'issue de ce championnat. Parce qu'on connaît tous les péripéties qui ont entouré cette saison du côté du UMS. Son dépositaire du jeu sur le plan Terina Mendy qui a eu des gros soucis, qui n'a pas pratiquement joué. UMS a fini avec seulement 2 victoires en 9 matchs lors de la phase retour de la première partie de même très réduit. Voilà, de la première partie du championnat. Un effectif à un moment donné qui ne s'est pas entraîné. Laurent Jam l'a dit. Lorsque la fin de la saison régulière, les joueurs ne s'entraînaient pas. Donc il a le playoff pratiquement avec les joueurs qui était à court. Il y a eu une mini-crise. Voilà, donc c'était vraiment compliqué. Et quand on voit ce que les Sénégalais ont réalisé pendant les playoffs, on peut comprendre que c'était complètement... Avant d'arriver sur Serge, Laurent Jam est champion du Cameroun avec UMS de Loum. La saison avec New Star, il remporte la Coupe du Cameroun. Il remporte la Coupe du Cameroun. Je veux rester sur les titres. Il remporte la Coupe du Cameroun avec New Star il y a 2 saisons. Il ne dispute pas la compétition africaine avec New Star. Aujourd'hui, les champions du Cameroun avec UMS de Loum. On a écouté Laurent Jam qui ne s'est pas projeté rapidement sur l'avenir. Est-ce qu'il faut tabler dessus rapidement si UMS veut garder cette sérénité? Que pensez-vous d'abord de l'homme qui en très peu de temps vient de réussir à gagner et la Coupe du Cameroun
et le championnat du Cameroun dans cette nouvelle génération des entraîneurs au Cameroun? Je pense que Laurent, c'est un grand entraîneur. Il vient d'en apporter une fois de plus la preuve. Je pense que ce qu'il attendait de plus, c'était qu'on lui donne l'opportunité de travailler dans des conditions à peu près acceptables pour montrer de quoi il est capable. Chaque fois qu'il a eu cette possibilité, il l'a fait. Je rappelle que Laurent était joueur et même pendant qu'il était joueur, il était entraîneur. Donc Laurent jouait dans une équipe et était entraîneur d'une autre équipe. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça. C'est vrai que c'était à des divisions, différentes. Donc, et puis c'est un métier qu'il a embrassé depuis. Là, il est en train de faire des résultats assez étonnants. Et il me semble que les résultats sont toutes logiques quand on connaît tout le travail qu'il aura abattu jusqu'à présent. Et tu as dit, est-ce que UMS doit, pour moi, UMS doit rapidement, je dis très rapidement, sécuriser ce secteur-là. Quand vous disposez d'un entraîneur, et en plus, Laurent, c'est le genre d'entraîneur, il ne cherche pas de problème. Il ne cherche pas de problème dans quel sens logiquement, le fonctionnement d'avec le président fondateur de UMS de l'Homme, ce n'est pas un fonctionnement de tout repos. Donc si Laurent a réussi à rester pour mener l'équipe jusqu'au titre de champion, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, à certains moments, peut accepter certaines choses. Et ça doit être un atout majeur pour l'équipe de UMS. Et on doit lui donner la possibilité de travailler et on lui fout la paix pour qu'il puisse travailler. Et on verra jusqu'où il pourra amener l'équipe. Ça, je ne suis pas sûr que vous aurez ce résultat. Dans tous les cas, les choses semblent changer du côté du UMS de l'Homme. On a entendu la présidente. Serge Pensi, UMS va devoir rivaliser avec les autres meilleurs des championnats africains. Le Cameroun est aujourd'hui 20e au ranking CAF. Donc, dans la trempe des équipes qui ont droit, des pays qui n'ont droit qu'à un seul club par compétition africaine, un club en Ligue des Champions, un club en Coupe de la CAF. Il faut rapidement revenir dans le top 12 pour bénéficier des 2 places dans les 2 compétitions. Est-ce que UMS, pour vous, est une garantie pour essayer de gagner des points et atteindre ces phases de poule qui peut nous permettre de gagner des points et de revenir dans ce top 12? Garantie, ça peut être oui ou non. Quand vous regardez la façon de jouer, l'organisation et oui, mais non, mais il faut pas seulement tabler sur lui, mais c'est le football camerounais dans son ensemble qu'il faut restructurer. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous voulez que votre meilleur élève aille représenter votre établissement alors que votre établissement... Alors que l'enseignement est médiocre. Donc, il faut restructurer tout le football camerounais, le rendre plus compétitif à l'intérieur déjà. C'est-à-dire que la Ligue qu'on joue aujourd'hui, la Ligue 1 qu'on joue aujourd'hui à 16 ou à 18 clubs, doit peut-être être ramenée à 8 clubs ou à 10 clubs. Donc il faut resserrer parce que la qualité il n'y a pas trop de bons joueurs sur le marché. Surtout quand on a plus de clubs. Donc, on n'a pas trop de bons joueurs sur le marché. Oui. Il faut trouver les meilleurs qui vont jouer en Ligue 1. Il faut vraiment avoir une Ligue 1 vraiment relevée. D'élite. Quand j'entends qu'on va passer à 20 clubs, tout ça là, je me demande ce qu'on recherche. Donc, il y aura beaucoup de médiocres qui vont se retrouver à l'élite. Voilà, et IMS seul ne pourra pas. Il peut gagner, mais ça ne peut pas garantir sur la durée. Sur la durée, il faut restructurer, il faut resserrer les lignes. Mais j'aimerais dire un mot sur le président. J'ai entendu beaucoup de choses. Oui, allez-y. Dire qu'il est invivable, c'est difficile de vivre avec lui. Écoutez, mais il a des résultats. Écoutez, dans un contrat, vous savez, dans un contrat, il y a 2 parties. Après avoir cité les parties, les 2 parties, il y a des parties importantes dans un contrat. Le communicateur de Sinapor, il sait de quoi il parle. Il y a le droit, les devoirs et les obligations. Quand vous signez, vous venez chez le président, vous lui dites que, écoute, président, moi je sors de l'Union de Douala, je sors de Coton, je veux 3 millions de primes de signature. Mais il vous donne 3 millions. Il vous donne 3 millions. Mais il attend de vous que vous jouez le football de 3 millions. C'est clair. Je suis d'accord. Mais quand vous jouez le football de 500 000, mais il vous tire les oreilles. Mais les gens il faut être sérieux. Si vous demandez, il vous donne. Mais attendez, à pouvoir jouer au foot et fermer la bouche. Mais vous savez, ces joueurs-là, on leur donne autant d'argent et après, ils ne se retrouvent même pas sur le terrain, ils sont plus dans les débuts des boissons et tout ça. Donc, il faut faire attention. C'était un monsieur, moi j'ai eu à traiter certaines choses avec lui. C'est un monsieur qui est rigoureux. Il écoute et il demande bien.
est-ce que tu vas m'apporter la performance de l'argent que je vais te donner? Je te donne de l'argent, apporte-moi la performance, tu sais comment je suis. Et lui-même il dit, tu sais que... Si on en là, on n'en sortira pas. Je suis un bagarreur. J'ai des contre-exemples. Il dit souvent qu'il est un bagarreur. Peut-être pour corroborer vos propos, on a ces images qui viennent de Yaoundé. C'était donc hier, la cérémonie de remise de prime pour le titre de champion du MS de Loum. C'était donc à Yaoundé. Ces images exclusives donc de Luciano Ndjakou, avec la réalisation pour avoir ces images. La présidente Safia Kouemo, avec donc le capitaine à l'image Joël Etogué, la présidente Safia Kouemo qui a remis les primes de champion. Ça variait de 200 000 à 1 million de francs CFA pour les joueurs et le staff technique pour le titre de champion. C'est vrai qu'au Cameroun, on va dire que bon, normalement ça doit se faire, mais il y a des clubs qui ne le font pas en fin de saison pour les primes d'objectifs atteints, Jean-Marcel. Oui, je dis financièrement, le traitement salarial des joueurs du côté de Loum, vraiment c'est fort appréciable. On va écouter peut-être la présidente, quelques secondes pour sortir de ce programme. La présidente Safia Kouemo qui revient après cette cérémonie de remise des primes qu'il y a eu à Yaoundé hier. Le respect de la parole donnée, la reconnaissance des efforts fournis. Parce que les playoffs ont été tellement difficiles, vous le savez, que pour que ces enfants gardent vraiment de la force en eux, il a fallu leur promettre de faire quelque chose qui pouvait leur donner encore plus de courage. Et c'est la symbolique de ce que nous venons de faire là, en leur remettant leurs primes telles que de 10 millions de francs CFA, comme on l'avait promis. Le rendement n'est pas linéaire et c'est pour ça que la prime, elle aussi, ne doit pas être linéaire. Donc on a primé vraiment en fonction de rendement. Vous voyez que tout le monde est satisfait, chacun, et surtout qu'ils forment un groupe bien soudé. Chacun connaît la valeur de l'autre. L'UMS de Loum est restée la seule équipe en attendant le vainqueur de la Coupe du Cameroun, qui va se joindre à nous pour être représentatif au niveau du Cameroun. Donc, tout le Cameroun, je veux dire tous les responsables publics, la FECAFOOT en particulier, et le ministère du Sport, ils sont dans l'obligation de nous soutenir parce que c'est le Cameroun maintenant qu'on voit. Ce n'est plus seulement l'UMS de Loum, pour que nous puissions être vraiment en mesure d'aller le plus loin possible. Comme je l'ai dit dans mon speech. Safia Kouemo, la présidente du UMS de Loum. UMS sera reçue ce vendredi dans la région du Littoral par le gouverneur de la région, Dieudonné Samuel Iva Dibois. Et UMS va donc rentrer à Loum pour la grande fiesta ce week-end avec le trophée pour le tour de la ville de Loum. On sort sur ce plateau 30 secondes par personne. Je commence par Serge Pensi. Serge, UMS va disputer donc cette Ligue des Champions. Il y a 2 tours à franchir, donc 4 matchs, pour aller en phase de groupe qui rapporte assez gros. Le montant d'abord, le pactole à la gagner, est-ce qu'il est important de l'acquérir pour les finances de l'équipe? Mais en termes d'objectifs, le Cameroun joue gros avec UMS en Ligue des Champions. Oui, le Cameroun joue gros pour peut-être améliorer son classement. Mais bon, le pactole, vous parlez du pactole à encaisser, ils vont d'abord investir. Ce que je déplore dans l'organisation de la Champions League comme ça, africaine, c'est que on ne gagne pas, on n'aide pas les équipes dès le départ. Regardez la Champions League ailleurs. Même les tours préliminaires, les clubs sont déjà subventionnés, assistés financièrement. Donc il faudrait que la CAF revoie son système de distribution. C'est-à-dire que même les tours préliminaires, là, on devrait assister parce qu'un déplacement quand même d'une délégation, attendez, le billet le moins cher en Afrique tourne autour de 400-500 000 francs par personne. Si vous devez vous déplacer, vous avez une délégation de 30 personnes, ça fait quand même 15 millions de francs. Vous ajoutez des autres frais. Vous allez vous déplacer 2 fois, ça fait peut-être 50 millions. On va vous donner... Si vous n'avez pas en face de vous n'avez rien. Si vous ne passez pas, vous avez perdu. Donc normalement, la CAF devrait assister les clubs dès les tours préliminaires, comme ça se fait en UEFA, comme ça se fait à CONCACAF, partout. On doit assister les clubs dès le premier match. D'accord. Jacques Marcel,
Oui, qu'est-ce que je vais dire? Je félicite UMS, je félicite les dirigeants qui continuent à travailler. Qu'est-ce qu'il doit faire à présent? Une nouvelle saison qui débute en septembre, le plus rapidement possible. Si Laurent Diam n'est plus sous contrat, le renouveler, garder l'ossature des joueurs et aller chercher à renforcer cette équipe pour avoir une équipe compétitive sur la scène africaine. Mais je vais dire, il n'y a aucune garantie que UMS va accéder à la phase de poule. Donc, les supporters doivent être indulgents au cas où ça ne passe pas et continuer à travailler au niveau des dirigeants et du club pour que les années qui arrivent. Maintenant, parce que le club peut tout donner, les joueurs peuvent tout donner. Mais si l'organisation de notre championnat, si on va à cette compétition alors qu'on n'a pas les matchs dans les jambes, on va avec un handicap. Donc, il faudrait que la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel se mettent ensemble pour que le championnat redémarre dans les délais et donner une chance à nos clubs de passer les tours en Coupe africaine. On rappelle qu'il y a une circulaire du SG de la Ligue de football professionnel qui rappelle que les clubs doivent désormais, à partir de ces instants, inscrire déjà leurs joueurs pour cette campagne. Ils ont jusqu'à août. Il faut nous donner les dates du championnat, il faut pas seulement inscrire les joueurs. Ils ont jusqu'à août. Et donc, il y a 2 périodes d'enregistrement des joueurs. Pour les compétitions CAF. Pour les compétitions locales et CAF et nationales. Donc, c'est ça. Mais qui commence quand? Martin Millet-Tanga, rapidement, qu'est-ce que UMS doit faire pour justement atteindre cette phase de groupe et honorer le Cameroun avec des points qui peut nous permettre de quitter de la 20e place l'année prochaine et de grappiller un peu de points? Une bonne organisation, une bonne structuration, comment dire, une bonne préparation également à la clé. UMS a la chance d'avoir un président qui met un minimum de moyens pour les joueurs, donc il faut stabiliser tout cela, mieux organiser et surtout bien se préparer. Et je rejoins également les avis de mes prédécesseurs. Yves, les secteurs à régler du côté du UMS sont lesquels? Moi, je crois que le réel chantier pour UMS aujourd'hui, c'est de trouver un tueur sur le plan offensif. Il faut vraiment un tueur parce que des joueurs comme, je ne sais pas comment il s'appelle, l'ancien joueur du Canon de Yaoundé qui évolue sur le côté là. Canon de Yaoundé l'ancien d'APGS, il y a Tombi Aleni, voilà, qui est passé plutôt par Cosmos. Voilà, Tombi Aleni. Ayouk aujourd'hui, il est celui-là qui peut jouer à ce poste, mais il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. C'est pas un vrai tueur. Il n'a réellement pas encore récupéré. Non, il a aidé vraiment UMS en play-off, mais il faut un serial buteur du côté du UMS. Qu'il trouve ce joueur-là, même s'il faut aller le chercher à l'international. Et de l'autre côté, UMS, à mon sens, doit fixer ses objectifs en fonction de ses moyens. Ne pas dire qu'on part en phase de poule, ne pas mettre les moyens pour et commencer les bagarres après. C'est-à-dire qu'on doit fixer, on doit trouver rationnel. Lucide. On fixe les objectifs en fonction de ce qu'on va mettre comme moyen. D'accord. UMS attend forcément le soutien des supporters. François Mounet-Maroc, vous en êtes un. Est-ce qu'on s'organise déjà du côté de Loum pour apporter un soutien? Parce que ça n'a pas été très souvent le cas dans les matchs africains par le passé. Mais cette fois, UMS va devoir être le seul soldat. Il faut sauver le soldat UMS dans cette Ligue des Champions. Naturellement, l'UMS, en dehors des supporters, doit compter avec l'État du Cameroun. Parce qu'on sait très bien que quand une équipe, sauf si ça a changé, une équipe est donc qualifiée pour les compétitions africaines, elle a donc le statut de l'équipe nationale. Oui, mais à vous, en tant que supporter... Justement, j'arrive. Je dis que les supporters sont là, ils sont prêts à jouer le même rôle, n'est-ce pas? Et au-delà de ce rôle, j'invite donc l'État à jouer son rôle. J'invite également le staff administratif de l'UMS de bien procéder à une organisation technique, administrative ou autre. Parce que, comme il disait tout à l'heure, il faut dire que dans la cacophonie qu'on a souvent, certaines choses ne se passent pas bien. Et on va donc à un autre niveau où il faut être plus professionnel. Et on souhaite que l'organisation soit bonne. Merci à vous, François Mounet-Maroc. Je n'ai plus de questions pour vous ce soir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de questions de sport. Ce sera donc jeudi prochain à partir de 21h30. Et on rappelle que cette émission est dédiée donc à Ghislaine Bebom, que nous avons donc perdu et qui était une consultante attitrée de sport sur Canal 2 International. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne nuit à vous.